Ouais, ouais, il y a tout le monde, on est nickel. On va pouvoir commencer. On a Roxy de Découvre Bitcoin qui nous rejoindra, enfin qui est là en apparence, mais qui nous rejoindra dans une dizaine de minutes pour de vrai. Mais donc on commence sans lui. On a aussi le plaisir d'avoir Guillaume, donc un autre Guillaume en invité pour la session d'aujourd'hui, qui est exceptionnellement consacré à un seul sujet, parce que c'est un gros sujet, qui est une nouvelle réglementation, donc la réglementation MiCA qui concerne les cryptoactifs en Europe, et qui va être votée, enfin dont une partie va être votée lundi, avec un ajout de dernière minute qui, semble-t-il, pourrait donner un, comment dire, un cadre législatif pour interdire les crypto-monnaies proof of work, donc comme Bitcoin par exemple en Europe, entre autres choses. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne parler que de ça aujourd'hui. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un peu l'historique, sinon je m'y colle. Euh, Ou mais peut-être ajouter que ça ouais, s'inscrit quand même dans sur quelques passes d'armes sur Twitter de la part de l'eurodéputé Aurore Lalucq qui pointait du doigt le lobby crypto, libertarien, néo-nazi, tout ce qu'on voulait, ah oui, avec qui son avait copain refait, Nicolas Dufresne. voilà, enfin, voilà, qui aurait fait capoter le premier vote, ou en tout cas qui l'avait fait reculer. Ça s'inscrit également dans le fait que Christine Lagarde voulait s'appuyer sur Mika pour euh, travailler sur la mise en place des sanctions russes pour éviter l'évasion à travers notamment l'usage des crypto-monnaies. Ouais, Donc ça, merci. c'était un Ouais, peu passé à côté, mais il y avait eu des références là-dessus où Christine Lagarde avait évoqué ce sujet-là. carrément. Guillaume, ouais, je t'en prie. Bah, je sais pas si tu veux que je résume. Moi, je suis plongé dedans depuis hier soir, cette nuit et ce matin. Donc, je peux vous donner un peu ma compréhension du texte, quoi, ma vision du truc, Ouais, carrément, j'ai vu pour ça, ouais. lancer le débat. Ouais, ben, du coup, je suis plongé, enfin, j'ai plongé dedans, comme je disais, hier soir et ce matin, parce qu'on prépare une vidéo sur GAC. Donc, à propos de cette célèbre loi MiCA. Et bon, soyons clairs, hein, le test est indigeste. C'est 150 pages écrites en petits caractères. Donc, tu as vraiment l'impression que tout est fait pour que le citoyen moyen ne vienne pas mettre son nez là-dedans. Mais bref, je me suis concentré sur cette histoire d'interdiction des cryptos, donc reposant sur la preuve de travail parce que c'était clairement la partie la plus importante du texte. Et surtout, si ce qui se disait sur Twitter un peu partout était vrai, en fait, Bitcoin était purement et simplement interdit en Europe si la loi passait telle quelle demain. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à tweeter pas mal ce matin. La première chose, le premier point peut-être que j'aimerais relever et préciser, et encore une fois, c'est juste ma compréhension des choses, c'est qu'on ne parle nulle part dans le texte d'une interdiction de détenir des cryptos comme Bitcoin. On parle d'une interdiction pour les entreprises, éventuellement, de les proposer au sein de l'Union européenne. Donc, c'est une différence subtile, mais d'après moi, quand même essentielle. Mais si je reprends depuis le départ, pour donner un peu l'historique et le background, le document en fait commence par toutes les raisons et tous les objectifs de la loi. C'est une bonne vingtaine de pages. Donc là, on retrouve tout le blabla habituel, protection des particuliers, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, stabilité économique de l'Union européenne, etc., etc. Et cetera. Et puis, il y a deux gros paragraphes sur la protection de l'environnement. Et là, bon, bah, c'est ce que j'ai tweeté ce matin, j'en croyais pas mes yeux en fait. C'est que dans ce passage, il parle de la preuve de travail et tout particulièrement de Bitcoin, et on retrouve tous les poncifs habituels, comme par exemple celui de la comparaison entre la consommation électrique de Bitcoin et celle d'un pays, ou encore le coût énergétique d'une transaction sur le réseau. Enfin bref, vraiment tous les poncifs habituels. Donc on voit que les personnes qui ont écrit ce texte ne portent pas Bitcoin dans leur cœur et ou ne comprennent absolument pas la technologie. Donc, long story short, en résumé, il est écrit à la fin de cette conclusion que l'Union européenne doit en fait rapidement identifier les mécanismes de consensus qui sont bons ou mauvais pour l'environnement et que les mauvais ne seraient tolérés qu'à petite échelle. En gros, c'est ça ce qu'ils disent
à la fin de cette introduction. Et ça, c'est l'analyse préliminaire des commissaires européens. Donc, encore une fois, pour résumer, c'est la preuve de travail comme elle est utilisée actuellement, c'est dangereux et néfaste. Et ensuite, arrive la proposition de réglementation. Et ça, c'est le fameux article 2A qui fait autant polémique. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte cet article 2A? Là, je vous lis la traduction que j'ai faite. C'est les cryptoactifs, et plus particulièrement leurs mécanismes de consensus, devront respecter certaines normes environnementales pour pouvoir être émis, offerts ou échangés au sein de l'Union européenne. Et il faudra aussi que ces cryptoactifs aient un plan pour être et rester en conformité avec ces normes. Donc là, on voit bien que ce genre d'exigence, avec ce genre d'exigence, que les personnes en fait ayant écrit Mika ne comprennent absolument pas Bitcoin et le concept de décentralisation. Parce que qui s'occupe du plan de conformité de Bitcoin? Roxy, peut-être, enfin je sais pas, enfin c'est complètement absurde. Donc, bref, au final, comme je l'ai dit, la situation elle est bien plus nuancée que ce qu'on a pu lire un peu partout sur Twitter. Et à mon avis, beaucoup de gens ont extrapolé le texte et en ont conclu que Bitcoin allait être interdit, mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Et ça, c'est ma compréhension des choses. En fait, ce qui pourrait être banni de l'Union européenne, c'est les cryptos ayant un impact significatif et négatif sur l'environnement. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur ce space, que ce n'est pas le cas pour Bitcoin. Et donc, reste à le prouver, bien sûr, mais au moins, ça laisse une porte ouverte. Et dernière chose, avant de conclure, même si la loi de demain passe, ce qui n'est pas sûr du tout, il faudra qu'elle soit également approuvée par le Conseil de l'UE, donc qui est en gros l'équivalent du Sénat. Et si on se projette encore un peu plus loin, même si cette loi est finalement approuvée par le Parlement et le Conseil, il faudra que l'Europe définisse ces fameuses normes environnementales en matière de crypto dont il parle dans le texte. Et quand elles seront définies, il y aura encore un autre débat pour savoir si Bitcoin et les cryptos par preuve d'enjeu rentrent ou non dans ce cadre. Et tout ça avec comme deadline 2025. Donc, clairement, le vote de demain, c'est que le premier épisode. Et tout ça pour dire que c'est juste la première bataille, mais que la guerre va être longue, en gros. Donc voilà, j'espère avoir été clair et pas trop long. Mais c'était voilà, pour lancer un peu le débat. Très clair, ouais, super, merci beaucoup. Super résumé. Juste, je précise et après je te donne la parole, John. Pour ceux qui voudraient suivre ce que vient de dire Guillaume sur le PDF de la loi, c'est les pages 4 et 27. Donc 4 pour l'introduction, donc l'article 5A et l'article 2A, c'est page 27, qui donc définit voilà, la conformité que devrait adopter Bitcoin par rapport à ces critères environnementaux. Ouais, ouais, super, ouais, je surenchéris sur ce super résumé. Ouais, effectivement, je trouve que c'est ouais, effectivement très antidémocratique. C'est vraiment fait dans une tour d'ivoire. Quand on regarde le document, c'est quand même assez illisible. Et ça me fait doucement rire quand on critique les lobbies crypto-libertariens. Alors que voilà, on voit clairement qu'en fait, il y a quand même un lobby anti-Bitcoin, anti-crypto, mais vraiment anti-Bitcoin, et qui a en fait une action réelle au Parlement, donc qui peut driver voilà, les lois et qui peut s'appuyer sur des choses complètement fausses. Donc tu le citais notamment, voilà, les poncifs habituels, notamment enfin, principalement sur la fameuse, enfin, sur l'écologie. Et on voit clairement que ça reprend vraiment les thèmes donc, du site Digi Economist, qui s'appuie voilà, la consommation d'un pays, enfin des choses qui n'ont pas trop de sens, également la consommation d'une transaction, ce qui, encore une fois, n'a aucun sens. Mais plutôt que de s'appuyer sur des vrais experts du sujet, et qui sont vus comme partiales, on préfère s'appuyer sur des personnes qui sortent des mensonges depuis des années. Digiconomist, j'avais fait un tweet dessus, mais en 2017, il faisait des projections pour dire qu'en 2020, Bitcoin, ça consommerait l'énergie de la planète. Et on arrive encore à les écouter. Et derrière, c'est voilà, des personnes qui sont très incitées à vouloir voilà, des monnaies numériques banque centrale, donc qui ont voilà, qui sont pas des crypto-bros comme on dit, mais qui ont leurs propres incitations. Et donc c'est très facile de dire euh, les crypto-bros, voilà, machin, etc. Ils font du lobby, alors que concrètement, on voit que sur le terrain, ceux qui arrivent à influencer le plus le débat et à sortir des choses complètement fausses,
bah, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est des Nicolas Dufresne, c'est pour l'exemple, mais Aurore Lalucque reprend exactement les mêmes thèmes sous le même angle. Donc voilà, moi je trouve ça assez déplorable. Ouais, je finis là-dessus. Ouais, vas-y, Guy. Non, mais écoute, tout d'abord, merci à Guillaume pour son intervention et son récap. C'était super, super bien. Et ouais, je suis 100% d'accord avec John. Et je m'excuse par avance à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que moi, personnellement, j'ai pas grand-chose d'autre à apporter que de la frustration. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre nous. Moi, je suis frustré, et je suis frustré effectivement de la manière dont ça a été fait. Je suis frustré de devoir encore en 2022 lutter contre les idioties qui sont inclus dans des rapports qui ont été débunkés des centaines de fois. Je suis frustré dans la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire ça a été mis vraiment en soum-soum un vendredi pour faire voter ça le lundi. C'est digne des plus grandes républiques bananières des pays du tiers-monde. Enfin, c'est dégueulasse. Donc moi, voilà, j'ai pas de regard légal sur cette situation. Je suis frustré, je suis énervé. J'en veux beaucoup aux prétendus écologistes, dont j'ai l'impression leur seul but en fait, c'est de réduire la liberté des gens sous le prétexte d'un mandat ESG. C'est les mêmes personnes qui aujourd'hui veulent bannir le nucléaire, qui est l'énergie la plus verte. C'est les mêmes personnes qui veulent bannir le protocole Proof of Work qui permet la liberté qui est associée à Bitcoin. Donc voilà, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, ça m'énerve beaucoup. Et on a beaucoup parlé des conséquences de cette loi. Et j'aimerais peut-être, avant la fin, qu'on discute aussi du constat. Pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et pourquoi aujourd'hui c'est l'Europe, dont la France fait partie, le pays des Lumières, qui se retrouve à bannir potentiellement l'innovation la plus libertarienne des 200 dernières années. Il y a Yves, tu voulais prendre la parole du coup? Ouais, juste en 2 secondes. Vous êtes nés hier, les mecs? Vous pensiez que quand on disait que Bitcoin c'était la guerre, on allait vous accueillir à bras ouverts et qu'il n'y aurait pas des coups bas et qu'il n'y aurait pas de la juridiction qui viendrait essayer de se mettre en arrière? Vous avez suivi ce qui s'est passé depuis 12 ans? Non mais Yves, Je veux Non, dire, mais attends, c'est euh, pas du tout ça. mais Attends, bien il y a une sûr, différence, tu vois. Non, mais attends, il y a une différence entre être frustré et être naïf bah, par rapport aux mais objectifs des États et des banques Mais oui, centrales. mais Moi, je dis faut pas être simplement que frustré, c'était la base, c'était couru d'avance, c'était dans le b.a-ba de la table des matières. La Fontaine, il disait, qui veut abattre son chien, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Je veux dire, c'était quand ça? Je veux dire, c'est pas grave. Maintenant, faut pas regarder ce qui est en train de se passer, il faut regarder comment les choses vont pouvoir évoluer par la suite. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir contourner des choses en restant dans la légalité pour pas justement donner le bâton avec lequel on va se faire battre? Mais la base, c'est que de toute façon, si tu t'attaques à la monnaie et au pouvoir politique US, Europe, Chine et planète et FMI et OTAN, ben, faut pas t'attendre à ce qu'ensuite les mecs ils te disent on va jouer avec des règles du jeu où tout le monde est content et tout le monde est à armes égales. C'est normal. Je veux dire, en face, il faut imaginer qu'il y a, comment il s'appelle, Ross Ulbricht, il est en prison pour 50 000 perpétuités. Et puis Assange, il est en prison pour 50 000 perpétuités. Et puis, comment il s'appelle, Snowden, il est en exil pour 50 000 perpétuités. C'est ça qui est en train de se passer. Donc après, effectivement, c'est vrai que c'est chiant quand on a un ongle incarné ou quand on se tape le petit doigt, le petit orteil sur le pied du lit. Mais il ne faut pas se concentrer sur ça, il faut se concentrer sur c'est quoi la suite.
Alors j'aimerais bien qu'on distingue deux choses quand même. J'ai vu un tweet pour dire euh, que ça changera rien sur le fonctionnement de Bitcoin. On continuera à l'utiliser comme, voilà, comme il a été designé. Et moi, j'ai de la peine pour des personnes, comme il y a Joss qui est là. Je sais que quand il a co-construit sa boîte, il s'est fait chier avec la compliance. Bah, moi, je suis jamais à défendre la compliance et tout, mais je reconnais que voilà, voilà, il avait quelque chose en tête. Par la force des choses, il est obligé de travailler sur cette activité parce que sinon, bah, ton business, il ouvre jamais sur la rampe Fiat. Et ouais, effectivement, moi, je suis frustré, hein, comme Guillaume, parce que tu montes ton truc, tu passes du temps, et c'est jamais suffisant, et que en face, on a un lobby qui est toujours très audible. Alors peut-être qu'on se débrouille très mal, peut-être qu'on explique très mal, peut-être que notre toxicité nous joue des tours, je ne sais pas. Euh, mais en face d'une Aurore Laluc, peu importe la diplomatie du discours qu'on va avoir, on va être très mal entendu. Tu vois, alors, il y a l'aspect légal, mais il y a l'aspect aussi pur narratif, où bah, enfin, il y a des trucs qui coincent quand même. Donc, je veux juste qu'on distingue un peu les choses. Je pense qu'on a le droit de faire un space où on est en colère. Ça n'empêche pas d'avoir après, de réfléchir à comment on peut travailler autour. Tu vois? Je suis d'accord, mais il ne faut pas penser que ce lobby, quand il te dit on n'a pas compris ou on n'est pas d'accord ou on pense que, il est 100% honnête. Il a aussi des intérêts. Ah ben oui, Aujourd'hui, la Fed, quand elle dit ah mais vous comprenez, on pense que potentiellement ça va faire qu'il y a moins d'arbres sur la planète, euh, on sait bien que c'est faux, on sait bien que c'est pas ça. C'est du narratif, c'est du oui, théâtre. nous on le sait, mais c'est, on est entre nous, La Luc et quoi. Dufresne, ouais, mais la Luc et Dufresne, ils font pareil. Mais Mais ça, on le oui, sait. mais oui, c'est leur paramètre. Juste, il y a Guillaume qui voulait intervenir. Allez, Ouais, je vous moi je laisse suis. Ouais, tranquille, je vous vas-y. écoute. Non, 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 du tout, du tout. Bah, après, moi je suis pas aussi pessimiste que ça. Après, je suis peut-être trop. Euh, ouais, j'ai une autre vision de la chose et là j'ai l'impression que la discussion allait comme si ça y est, c'était fait, c'était acté et que Bitcoin est la preuve d'enjeu, preuve, pardon, le lapsus, la preuve de travail était interdite en Europe. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout le cas. La route va encore être longue et pour moi, s'il y a des faits et des chiffres qui montrent d'ici 2025 que le réseau Bitcoin, par exemple, est soutenu à, on va dire, 75-80% par de l'énergie verte. Enfin, je vois mal comment c'est soutenable de la part de n'importe quel parti politique de venir à l'encontre de Bitcoin, en fait. Enfin, ça ne tient pas. Et c'est comme ça que c'est écrit dans cette proposition de loi. C'est toutes les cryptos et tous les mécanismes de consensus qui auraient un impact significatif négatif sur l'environnement. Eh ben, je trouve que ça laisse la porte ouverte à une grande discussion, à un grand débat dans le futur et avoir un Sébastien Gouspillou qui arrive et je peux vous dire qu'il réussira à convaincre que non. Eh ben, par exemple, sa levée de fonds BBGS, ça montre clairement que non, le réseau Bitcoin n'est pas néfaste pour l'environnement. Et je suis persuadé que, c'est un peu naïf, mais la vérité éclatera, quoi, clairement. Guy, Carrément, la première chose en plus, c'est que c'est vraiment exactement ce qui va se passer et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure en termes de constat, c'est-à-dire comment on en est arrivé là et peut-être qu'aujourd'hui, il faut se réveiller et comme tu as dit, il va y avoir un vrai travail pour essayer de démontrer potentiellement les bénéfices du proof of work. Mais au-delà de ça, pour un peu répondre à Yves, nous, toutes les semaines, on discute un petit peu du fait de ne pas de ne pas avoir un point de vue naïf par rapport à ce qui est en train de se passer avec les États et les banques centrales. Mais ça n'empêche pas d'être frustré et surtout, ça n'empêche pas de vouloir que Bitcoin réussisse aussi dans la sphère de la régulation. C'est-à-dire que moi, vous le savez, je suis le premier contre la régulation, je suis peut-être un des plus anarchistes ici, mais ça n'empêche pas que si on peut dire que Bitcoin est légal, c'est quand même mieux pour l'humanité et ça sera plus simple pour Bitcoin de réussir que si c'est l'inverse.
Et aujourd'hui, quand on nous pond une régulation 2 jours avant, qui est faite par des gens qui ne comprennent rien, dans un système qui est complètement fait à l'envers, ben voilà, c'est frustrant. Et donc, c'est un peu pour ça, tu vois, Yves, qu'on exprime cette frustration. Voilà. Mais ça veut pas dire, tu vois, qu'on est naïf. Ça veut juste dire que on a vraiment envie que ça réussisse. Et comme l'a dit John, tu vois, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui essaient de se créer en Europe. C'est pas des entreprises qui peuvent opérer en dehors du cadre de la régulation, même si on espère tous, tu vois, dans le futur qu'on puisse opérer de manière plus libre et sans forcément les chaînes qui nous sont imposées aujourd'hui. Mais voilà. Alors, je ne suis pas contre le fait d'opérer dans les régulations, hein, c'est vraiment pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a un narratif qui est on va casser les banques centrales depuis la création de Bitcoin, il ne faut pas s'attendre à ce que les banques centrales, elles vous accueillent à bras ouverts en disant on va discuter. Forcément, elles vont sortir leurs armes, elles vont essayer de casser tout. Et après, derrière, il faut être comme le mammifère à l'époque des dinosaures, et puis il faut trouver sa niche, et puis il faut arriver à s'en sortir. Mais quand je vois, par exemple, justement, on parle de Joss, à la base, quand le projet a été annoncé et quand il a commencé à être construit, il était censé être avec un KYC qui était encore à l'époque beaucoup plus light au niveau des régulations des PSAN. Et puis, je ne sais plus, mais c'était genre une semaine avant que le projet soit officiellement lancé. Ils ont tout changé. Puis ils ont dit, ah non, mais en fait, à partir d'aujourd'hui, c'est KYC pour tout le monde à partir du 1er euro. Mais ça, on le sait. Et en fait, le truc, c'est que justement, moi, je ne suis pas en train de dire, c'est la révolution, on va tout casser. Je suis en train de dire, il va falloir se faufiler, mais en face, il ne faut pas se laisser abuser ou se laisser démoraliser en se disant ah mais ils n'ont rien compris. Ils ont très bien compris, ils savent très bien ce qui se passe et ils sont en train de défendre leur bout de gras comme nous on doit défendre le nôtre. Là-dessus, je t'accorde le point que effectivement, ils ont très bien compris et que toutes ces histoires d'écologie, ça marche jusqu'à un certain point. Alors pourquoi je dis jusqu'à un certain point? Parce que en face, tu as des personnes qui diront 1 kWh consommé, qu'il soit vert, gris, jaune, c'est toujours 1 kWh de trop. Et donc ça, il faut pouvoir expliquer. Enfin, tu vois, le narratif écologique ne suffit pas. Alors on peut dire derrière, bah, ce kilowattheure, il va servir aussi à chauffer, des maisons, j'en sais rien, tu vois. Tu peux te défendre comme ça. Tu peux également dire que de toute manière, ce kilowattheure, il n'est pas soustrait à l'Europe, il est fait je ne sais où, à un endroit où bah, y a de la surproduction. Donc je ne sais même pas pourquoi on s'emballe à dire en Europe, ah, gna, gna, ça coûte cher, alors que c'est pas le sujet. Enfin, des mineurs en France avec du nucléaire ou en Allemagne, ou, enfin, peut-être que ça existe, hein, mais bon, c'est comme les poissons volants, hein, on les cherche encore. Donc voilà, euh, toute la pédagogie que pourra avoir Sébastien Gouspillot derrière, je pense que il va falloir ne pas se planquer derrière l'écologie. Vas-y, le compte, excuse-moi. Salut les gars, ouais, juste un truc, il y a aussi un truc, c'est que ces lobbying aussi viennent de grands acteurs crypto qu'il va falloir aussi surveiller. Moi, je pense à des boîtes comme FTX, par exemple, qui financent ce genre d'études, qui vont évidemment dans leur sens. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surveiller de vraiment très très près. Si vous allez sur leur blog sur FTX, il y a carrément des articles entiers qui mettent en avant le proof of stake contre le proof of work, qui comparent le proof of work à d'anciennes voitures dégueulasses qui polluent par rapport à une Tesla qui pollue plus, quoi. Donc c'est aussi ça à surveiller. Oui, justement, en face de Joss, il y a les politiciens, mais il y a aussi Binance et Coinbase et tous ces gens-là. Et puis la fondation Tezos, et puis la fondation Ethereum, et puis enfin, il y en a du monde. Hein. Ouais. Je suis abasourdi, je n'étais pas au courant que FTX. Je savais que voilà, je sais que même côté Ethereum, je ne pourrais pas se mentir, mais le jour où s'il passait, enfin, passait vraiment en proof of stake, les entre guillemets alliés d'aujourd'hui deviendraient nos meilleurs ennemis. Mm. Euh, J'ai posté c'est de un truc justement l'anticipation, ce mais bon. matin.
Ouais, j'ai posté justement un truc ce matin justement sur leur blog avec un lien justement qui fait la comparatif entre le proof of work et le proof of stake. Et évidemment, FTX met en avant Solana, qui est évidemment, comme vous le savez, super, bien meilleur à tout point que Bitcoin. Donc voilà, c'est à surveiller, mais aussi à dénoncer. Oui, il ne faut pas oublier non plus que Consensus a conseillé depuis 2017 l'Union européenne sur la blockchain, entre guillemets, et que du coup, et aux États-Unis aussi, on voit les fonds crypto à saisie et qui sont rentrés aussi dans ces narratives-là de ESG, écologie. Donc effectivement, il n'y a pas que les banques centrales, les banques contre Bitcoin, en fait. En gros, c'est le monde entier contre Bitcoin. Mais bon, honnêtement, c'est pas grave. Ça va juste un peu ralentir l'action, mais voilà. Je suis pas sûr que ça soit le monde entier. Genre, le secteur de l'énergie, Sébastien, il le répète souvent, ils ont tous compris, quoi. Genre, les mecs qui ont des sites de production d'énergie, eux, ont réalisé que c'était vraiment la béquille économique d'une transition écologique et que si on avait un soutien, on a vu ce qui s'est passé en Suède, hein, si je me souviens bien, c'est le secteur de l'énergie qui est rentré dans le game et puis qui a dit arrêtez de raconter des conneries. Heureusement qu'on a Bitcoin. Et Bitcoin doit être au centre de notre plan énergétique dans les prochaines années. Donc, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, je sais pas, genre, le monde entier n'est pas contre Bitcoin. Et quand je vois le nombre de personnes qu'il y a dans ce space aussi, ouais, j'ai de l'espoir. Peut-être naïf, encore une fois, mais j'ai de l'espoir. Oui, excuse-moi, ça fait un moment que tu lèves la main. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui. Ok, donc j'ai un peu de mal à parler en public, donc vous me pardonnerez. J'ai noté juste quelques questions. Donc à un moment, Guillaume, du coup, évoquait donc les 65% de verre dans le monde. Donc bien sûr, ça va être un combat, donc je suis assez d'accord là-dessus. Donc jusqu'à l'adoption en 2025. Et moi, je pense qu'il y aura pas mal de contre-argumentaires qui vont venir à nous. Donc, ils vont peut-être évaluer non pas à l'échelle mondiale de la source d'énergie verte, mais peut-être seulement en Europe, à quel point, enfin, si c'est autant décarboné qu'ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y en a qui vont venir, du coup, baisser ces chiffres-là? Donc, peut-être qu'ils vont prendre des sources qui vont venir les intéresser pour apporter un contre-argumentaire. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est surtout le après. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu le, enfin, j'ai trouvé ça intéressant, la pertinence de l'intervention d'Yves. C'est aussi voir en fait les entreprises de minage, c'est elles qui vont être le plus impactées parce que monsieur, madame, tout le monde pourra continuer à faire du minage. Ça ne va pas intéresser les autorités en général. C'est surtout les entreprises qui vont avoir une échelle industrielle. Donc, jusqu'où pourraient s'étendre les sanctions si jamais enfin, toutes les étapes sont passées auprès du Conseil européen, c'est-à-dire, moi, j'arrive facilement à imaginer un blocage des nouvelles installations et des propositions enfin, d'installation des applications wallet Bitcoin qui proposent Bitcoin sur App Store, sur le Play Store, qui ne sont pas KYC. Donc, enfin, tout ce qui va être Phoenix Wallet, Blue Wallet et tous ces genres de choses, peut-être qu'ils pourraient annuler et peut-être forcer la main à l'App Store, le Play Store de télécharger ces applications pour l'utilisation du Bitcoin, ou même par exemple les entreprises qui ont leur siège social en Europe. Par exemple, là, on mentionnait Seb Bouspiou sur justement son entreprise BDC, enfin, je sais plus, Big Block Data Center, c'est ça. Donc peut-être qu'ils vont même, ok, donc sa production de minage n'est pas en Europe, donc à la limite, il n'aurait pas eu trop de problèmes. Mais si justement sa source de revenus vient de l'exploitation minière, il pourrait peut-être bloquer ses revenus fiat et faire en sorte que ce ne soit pas possible. Donc jusqu'où s'étend en fait le pouvoir de l'Europe sur l'interdiction du Bitcoin s'ils arrivent justement à apporter un contre-argumentaire qui va les arranger en essayant de mute toutes les interventions de Seb Gouspillou et tout un lobby entre guillemets Bitcoin. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Moi, je propose quand même l'idée de peut-être voir avec un juriste ou des avocats qui peuvent venir au prochain entonnoir Bitcoin pour répondre à ces questions-là sur quels sont les plus gros risques et est-ce que c'est faisable sur les entreprises qui proposent ce genre de solutions ou même qui vont venir proposer des solutions de clés en main pour du minage de A à Z comme le faisait enfin, ils le font encore, je crois, Just Mining par exemple.
Voilà. Alors, je vais pouvoir, je pense, t'apporter des réponses. Alors, on va partir du principe que l'Europe va de plus en plus loin en limite. Pour un pur mineur comme un industriel comme Sébastien Gouspiou, bah, c'est très simple. Il se barre de France, il monte sa boîte autre part, où c'est pas interdit, puis il fait son activité. Et comme son activité, elle est de facto en dehors de l'Europe, bah, il n'y a pas de sujet. Pour Just Mining, bah, c'est peut-être un petit peu différent, mais ils peuvent refaire leur boîte autre part. C'est exactement pareil. Pour ce qui est l'interdiction bah, des wallets, effectivement, ouais, on pourrait imaginer l'interdiction sur. Mais c'est pas un problème, c'est un truc sur lequel j'insiste quand même beaucoup, c'est qu'un wallet, il doit être open source. Et c'est pas un truc de geek, c'est un truc qui est important pour la résistance à la censure. Et donc effectivement, si demain le Play Store et tout ça là, devait être interdit, eh ben, on peut quand même récupérer des wallets, voire apprendre à compiler son truc pour pouvoir l'installer sur son propre téléphone. Enfin, Bitcoin, il a été conçu pour pas demander de permission et de pouvoir l'installer bah, n'importe où sans demander quoi que ce soit. Avoir son nœud, c'est également une de ces raisons pour bah, finalement que la réglementation ne puisse pas s'appliquer concrètement, quoi. C'est-à-dire qu'on a écrit des textes de loi, mais on ne peut pas l'appliquer parce que c'est beaucoup trop complexe, ça n'a aucun sens, quoi. Tu vas pas, enfin, tu peux aller toujours plus loin, etc. Mais au bout d'un moment, c'est que tu t'es transformé dans un état complètement totalitaire, parano, etc. Euh, et Bitcoin, en fait, se dit toujours, c'est pas 0 ou 1, c'est pas la solution parfaite, c'est celle qui a été conçue pour avoir le meilleure chance de résister dans des situations très très difficiles. Faut le voir vraiment comme ça, hein. Il y en a souvent qui disent ouais mais machin, etc. Ils te font des scénarios sortis n'importe où. Ils disent ah bah voilà du coup ma Bitcoin ça marche pas et tout. Ouais non enfin c'est le truc qui est le plus apte à résister quoi. On prophétise à chaque fois qu'il va crever et à chaque fois il y a des moyens de faire autrement. Bah, après là-dessus, enfin, tu parles à un total convaincu. Enfin, je suis amplement d'accord avec toi. Il y a toujours moyen, de toute façon, d'utiliser Bitcoin. Enfin, c'est le principe même de sa création même. Mais c'est pas ce côté-là. C'est plus le côté, enfin, qui m'intéressait aussi. Enfin, du coup, tu réponds aussi à une partie de la question. Je savais pas qu'on pouvait compiler sur portable et faire en sorte de. Enfin, je pensais qu'il fallait absolument le faire sur ordinateur ensuite. Mais hormis ça, c'est surtout le côté bah, entreprise. Ça veut dire bon bah la solution, c'est juste de les laisser partir ailleurs, donc de ne pas pouvoir exercer en Europe. Enfin, Ça c'est j'ai envie de dire chais pour l'Europe. C'est une perte d'opportunité pour l'Europe. Je veux dire, l'industriel, il trouve des solutions, qu'il la fasse bah, dans son pays de cœur, bah, c'est mieux, mais s'il croit fortement dans ce qu'il veut faire, il va le faire à un endroit où bah, les autorités bah, sont un peu moins, enfin, où les politiques sont un peu moins bêtes. Au bout d'un moment, bah, ils sont réalistes, quoi. Juste, je me permets, si c'est possible, d'intervenir. Bonsoir à tous. Vic, tu parlais de savoir si c'était possible de faire appel à un avocat spécialisé. Je sais que, enfin, il y avait un mec que j'avais commencé à suivre il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Victor Charpia. Il me semble qu'il est avocat spécialisé sur les questions des cryptoactifs. Donc, c'est peut-être intéressant, effectivement, de voir si c'est possible de l'inviter sur un prochain space de ce type-là. Et sinon, bah, totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, surtout par rapport aux décisions qui ont été prises aux États-Unis cette semaine. Le contraste, il est assez saisissant, on va dire, pour rester poli. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de faire un parallèle avec la déclaration de Joe Biden de la semaine dernière et de voir qu'on est encore à deux vitesses quoi, entre l'Europe et les États-Unis. Et on se demande en fait s'il y a concertation, si l'Europe, c'est pas une sorte de test-net pour, pour les États-Unis par rapport à des régulations un peu plus agressives. Mais c'est assez saisissant que la différence entre les deux positions, quoi. Biden n'a pas non plus sorti un discours de maximaliste Bitcoin, hein, mais on sent quand même beaucoup plus de prudence et moins d'agressivité, et surtout
Alors que ces questions, en fait, surtout la question écologique, là, elles sont venues sur le tapis plein de fois. Il y a plein de politiques américains qui sont très virulents. Je pense notamment à Elizabeth Warren, qui n'est pas des moindres non plus. Mais tu sens quand même qu'aux États-Unis, il y a plus de contre-pouvoir et on sent qu'il y a un peu plus, on va dire, de, de compromis de fait, en tout cas de prudence dans les choix. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, j'arrive pas à croire que l'Europe devienne aussi dure envers Bitcoin et les cryptos par preuve de travail si les US de leur côté sont ouverts à ce sujet et commencent à installer des fermes de minage partout sur leur territoire. Et au début, quand Yves disait que nos, que nos représentants, les députés européens, etc., avaient tout à fait compris le sujet, etc., moi j'ai beaucoup plus de doutes à ce sujet. Hein. Quand on lit vraiment ce qu'il y a dans le texte, il y a un nombre d'absurdités qui est juste incroyable. Enfin, par exemple, d'imposer aux plateformes d'échange, par exemple, de mentionner à côté des cryptoactifs l'impact environnemental de chaque crypto. Genre, bonne chance pour faire ça. Ou bien alors, à chaque fois, dans chaque livre blanc de nouvelles cryptos, d'inclure l'impact environnemental potentiel futur de la technologie. Enfin bref, des trucs complètement absurdes. Euh, donc, pour moi, je pense qu'aux États-Unis, ils ont bien plus compris le sujet et arrivent du coup à faire du lobby de manière bien plus efficace quoi, par rapport à nous. Les mecs qui sont à côté de la plaque, ils comprennent absolument pas Bitcoin. Genre de nouveau, comme je disais au début de la conversation, il y a une partie du texte de loi qui exige un plan pour s'assurer que la crypto soit bien compliant, soit bien dans le cadre de la législation. Qui s'occupe de ça pour Bitcoin? Oui, C'est complètement aberrant. Complètement aberrant. on va leur demander, je sais pas, la fondation. Justement, les coins de fondation, eux, ils peuvent le faire. Enfin, je veux pas faire mon parano. Ouais, bien sûr. Mais donc, du coup, comment tu appliques ça à Bitcoin? En fait, là, le but, c'est quand même de cadrer Bitcoin, en fait. Bah voilà, tu as ta minimum. réponse. Voilà. Tu continues la courbe et voilà. Le but, c'est criminaliser Bitcoin, c'est pas l'encadrer. On se rappelle des sénateurs qui demandaient qui sont les actionnaires de Bitcoin. Hein. Quoi? J'ai dit, on se rappelle des sénateurs qui demandaient qui sont les actionnaires de Bitcoin. Bien sûr. Ouais, donc ils sont bien à côté de la plaque. Donc c'est pas un plan machiavélique de leur part. Ils sont à côté de la plaque. Moi, je pense que depuis le temps, ils ont appris et ils ont compris que si on ne peut pas réguler quelque chose, on le criminalise. C'est beaucoup plus facile de dire n'importe qui a même 1 gramme dans le sang ou qui a 1 gramme de bœuf dans sa poche va en prison à perpète. Et puis à partir de ce moment-là, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Mais la base, elle est beaucoup plus claire pour tout le monde. C'est criminel, c'est mauvais, c'est pas bien. Et après, tu vas voir les gens comme Tezos et Ethereum et Solana et tu leur dis « Ah, mais avec vous, regardez, on arrive à discuter. » C'est bien la preuve que Bitcoin, on n'arrive pas à discuter parce que c'est un truc de criminel. C'est ce que je voulais. Merci. C'est ce à quoi je pensais. Pardon, je t'ai mute. Je suis assez d'accord avec ton analyse, Yves. Effectivement, je pense que depuis le temps, ils ont bien compris qu'il n'y a personne derrière Bitcoin et que là, en tout cas, les personnes qui portent cette partie du projet Mika le font à dessein parce qu'ils savent très bien que ça sera impossible pour Bitcoin de se conformer, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme, et que voilà, c'est effectivement un moyen détourné, mais pas de manière très utile, de, de criminaliser Bitcoin complètement. Avant de te donner la parole, Guillaume, j'en profite juste pour préciser que j'ai retiré le droit de speaker de certaines personnes. C'est pas que on veut plus vous parliez, pas du tout. C'est juste que comme ça permet à d'autres personnes éventuellement de monter en speaker. Donc si vous avez d'autres trucs à dire, n'hésitez pas à refaire une demande et on vous réaccepte sans problème. C'était juste parce que on peut pas accepter plus de 12 speakers en même temps. Voilà. À toi, Guillaume. Ouais, non, mais c'était pour rebondir par rapport à ce que dit Gilles tout à l'heure, le contraste entre la France et les États-Unis, et ce que dit toi, Fanny, c'est-à-dire cette non-capacité de Bitcoin à pouvoir répondre, entre guillemets, de ne pas pouvoir se conformer parce que voilà, on n'a pas de fondation,
On n'a pas de Vitalik Buterin qui fait des conférences avec des poupées, des peluches. La question, c'est, du coup, pour moi, hein, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, la régulation est tellement plus positive, ou en tout cas, les espérances de régulation sont bien plus positives? Pourquoi est-ce qu'au Texas, on a 500 gigawatts de mineurs qui est en train de se construire? Pourquoi dans le Wyoming, on parle déjà de Bitcoin Legal Tender? Et pourquoi c'est pas le cas en France? Je ne sais pas ce qu'en pensent les intervenants aujourd'hui. Moi, je pense que on a une communauté en France qui est quand même assez extraordinaire. On a beaucoup de talent. Je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. Je sais qu'il y a une très forte communauté allemande, mais je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre ce qui peut expliquer une différence comme ça. Alors, j'ai quelques éléments, quelques pistes, et je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une opportunité, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, euh, si on arrive à se concerter en tant que Bitcoiner et à montrer vraiment à ces députés, etc., les avantages que peut avoir Bitcoin, je pense qu'on peut changer les choses et je pense qu'on peut éviter que ça aille dans une situation qui serait quand même qui serait vachement bien. Alors, juste, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est une question de, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais une question de mentalité. Je pense que les États-Unis, ils sont probablement dans la même situation, mais ils se disent qu'ils n'ont pas envie de rater le train. Donc, ils font la régulation, mais si le domaine explose, et ça va exploser, ils veulent faire partie des pays qui sont un peu en avance. Alors que j'ai l'impression qu'en Europe, c'est plus le côté on interdit d'abord et puis après on voit, ce qu'on fait, quoi. Mais effectivement, je suis totalement d'accord. En France, on a une génération, même une génération dorée d'une certaine façon. On a vraiment beaucoup de talent. Et effectivement, ce serait dommage qu'à cause d'une régulation européenne qui vienne mettre des bâtons dans les roues à l'activité qui est naissante pour pas mal de startups et pas mal d'entreprises, qu'on se retrouve avec une fuite des talents, entre guillemets. Et ensuite, c'est un peu l'histoire qui se répète, comme avec Internet au début des années 2000. Mais bon, à cette époque-là, j'étais encore petit, donc je ne connaissais pas trop cette histoire-là. J'ai suivi ça d'un peu loin. Mais c'est sûr que là, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, c'est bien qu'il y ait cette discussion-là qui ait lieu en ce moment. Je pense qu'il y a des raisons culturelles évidentes pour la différence entre les États-Unis et l'Europe. Il y a l'adage qui dit aux US on innove, en Chine on copie et en Europe on régule. C'est totalement culturel et je pense que dans la classe politique, ne serait-ce que française, alors je ne parle pas pour l'Europe parce que je ne connais pas tous les députés européens, mais en France, il y a très très peu de bitcoiners. Je pense qu'il n'y en a même aucun parce que Pierre Persson n'est pas bitcoiner non plus. Il est pro-crypto, il est contre cette loi, mais il n'est pas bitcoiner non plus. Aux États-Unis, on a plein de sénateurs bitcoiners. Enfin, plein. En tout cas, on en a. Donc, je pense que c'est une différence culturelle qui est très profonde, qui vient de la formation de nos élites. Voilà, je ne vais pas faire insulte aux énarques et aux normaliens, mais je pense que c'est culturel. Ouais, je pense qu'il y a une différence fondamentale dans le lobby américain. Enfin, en France, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de Stanley Druckenmiller, de Ross Stevens, les Jack Dorsey ou Kathleen Long, ou même Michael Saylor. On n'a pas de Michael Saylor français, genre avec une audience et une visibilité comme ces mecs-là, et qui ont un réel impact sur la régulation américaine. Et il nous faudrait plus de vieux, je dirais, des Yves Chou et Fatih, je sais pas s'ils nous écoutent, non, je sais pas, mais des personnes qui pèsent un peu plus sur la loi, sur la régulation et des personnes avec les poches pleines. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence au final. Et surtout des gens qui se concentrent sur Bitcoin.
Parce qu'aux États-Unis, voilà, même si Coin Center s'occupe d'autres coins, etc., il y a le Texas Blockchain Council, il y a le Bitcoin Mining Council, etc., qui sont 100% focus sur Bitcoin. Et je pense que ça permet de clarifier vraiment les mentalités pour les députés et les représentants, plutôt que de devoir s'occuper en fait de tout un écosystème, de plein de choses différentes. Simplement, en fait, proposer des arguments qui sont ciblés sur Bitcoin, je pense que ça rend la chose plus claire. Ça évite un peu de dissoudre un peu la qualité des arguments avec des shitcoins. Et c'est peut-être ça que devrait faire la France. Je pense notamment à la DAN, qui a souvent publié des articles et des propositions sans même mentionner Bitcoin une seule fois. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui est ciblé, même si c'est peut-être indirect, c'est le proof of work, c'est Bitcoin en fait qui est ciblé. Et donc voilà. Si Bitcoin meurt, la DAN, ils continueront avec Solana et Tezos. Hein. Au plus grand plaisir de Fanis, du coup. Mais on Ouais, parlait de ouais, Ross, un affected. Ross Stevens tout à l'heure. Ben Lowski, qui est celui qui a fait la BitLicense à New York, qui a fait l'équivalent de ce qui est en train de se passer avec Mika aujourd'hui en Europe, mais à New York, où ils ont dit New York va se tirer une balle dans le pied, il n'y aura plus jamais de Bitcoin, machin. Ben Lowski, aujourd'hui, il bosse pour Ross Stevens. Donc, il y a aussi une question, en fait, d'incentive et d'intérêt à long terme et à court terme. Il y a des gens qui ont compris que c'était dans leur intérêt d'avoir des bitcoins. Donc, ils vont pas ils peuvent être pour, contre en surface, mais ils vont pas forcément se tirer une balle dans le pied à eux-mêmes. Et puis, il y a en Europe plein de gens qui n'ont pas encore compris que ça pouvait être dans leur intérêt à eux. Donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils disent, bah, de toute façon, si c'est pas ça, ça sera Solana qui viendra me donner de l'argent. Donc, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Au moins, j'ai un interlocuteur, ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui ont compris que Bitcoin pouvait être dans leur intérêt à moyen ou à long terme. Et ça, c'est la grosse, grosse différence. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec cette analyse, effectivement. Paul, je sais pas si tu avais levé la main il y a quelque temps. Si tu veux dire un truc, je t'en prie. Et sinon, sinon série fou, je t'en prie. Je pense que la connexion de Paul à Andorre, là, elle est peut-être pas ouf. Ça a peut-être Ouais. l'inconvénient d'être à Andorre, mon ami Paul. C'est la censure Twitter, je vous ai dit. Je crois qu'il est à Paris, Paul, pourtant. Oui, il est à Paris là, en ce moment. Excusez-moi de ne pas savoir les va-et-vient de Paul. Je crois qu'il a les mains grasses, c'est pour ça qu'il veut pas toucher à son téléphone. Allô, allô? Je sais pas si on m'entend, mais Si. Ouais, on t'entend. en fait, moi, je me pose Je suis en train d'acheter du pif, les gars, j'arrive. par rapport à la situation. Alors, je vois qu'on est quasiment tous préoccupés par cette loi Mika qui pourrait sortir. Mais en fait, moi, je me pose la question en analysant un peu le contexte même de création de Bitcoin, parce que Bitcoin existe, ça fait maintenant à peu près, on va dire, plus de 10 ans. Et la techno est arrivée sans demander la permission de qui que ce soit. Et on était tous conscients qu'à un moment donné, les autorités entreraient en jeu. Donc, que ça se fasse maintenant, j'ai envie de dire, ça a mis d'ailleurs un peu trop de temps pour que ça se fasse. Et que ça se fasse maintenant, ben, je pense qu'on aurait dû être un peu préparé à cela et ben, être un peu plus combatif dans la mesure où Bitcoin, même dans sa création, ben, voilà, ça a été conçu et faire en sorte que ben, ça puisse vivre indépendamment du régulateur ou même des autorités. Donc, partant de ce principe-là, euh, je vois pas trop pourquoi ça nous préoccupe tant que ça, cette situation. Maintenant, après, effectivement, pour les entrepreneurs qui souhaitent exercer dans le domaine ou qui ont déjà mis en place certaines actions, effectivement, ça peut être un peu déroutant ou frustrant, ça je comprends.
Mais il faudrait vraiment aller au-delà de tout ça et plutôt essayer d'exploiter la capacité même de résilience de Bitcoin pour surpasser cette situation-là. Après, pour terminer, mais quand j'entends qu'on dit ouais, les États-Unis pourraient profiter de la situation, je suis pas si convaincu que ça parce que ça commence avec l'Europe, mais je suis pas sûr que le monde financier américain soit aussi favorable au fait que Bitcoin vienne révolutionner tout le monde financier, tout ça. Donc, à un moment donné, chacun va défendre son bout de gras et que ce soit en Europe ou en Chine ou en Russie ou même aux États-Unis, voilà, le combat va se faire un peu partout, quoi. Voici un peu les quelques préoccupations ou quelques idées que je voulais apporter au débat. Et voilà. Ouais, merci, c'est très intéressant comme point de vue aussi. Enfin, en fait, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais à la fin, qui est que finalement, faut pas, enfin, je pense pas que les États-Unis vont rester en mode Eldorado et que eux, ils seront ultra permissifs là-dessus, effectivement. Euh, mais il y a quand même, voilà, enfin, il y aura une gradation entre les espaces plus ou moins permissifs. Et pour répondre à la première partie où tu t'interrogeais sur finalement pourquoi est-ce que enfin, finalement Bitcoin a été construit pour survivre dans ce type d'environnement. Donc effectivement, enfin, moi, c'est pas tant pour Bitcoin que je suis inquiet, c'est plus pour l'Europe, à vrai dire. Et par ça, j'entends bah, pour les entreprises européennes, pour les entrepreneurs européens, pour les citoyens européens à plus fort, enfin même plus généralement. Donc Bitcoin, il n'y a aucun souci, effectivement, il va résister à ça et les personnes qui veulent utiliser Bitcoin en Europe y arriveront, mais ça va être, ben, ça va rendre ça impossible pour les entreprises et ça va mettre des barrières à l'entrée pour les nouveaux arrivants qui auront l'incertitude, enfin ça sera plus une incertitude pour le coup du coup, mais qui auront l'obstacle légal. Et après, on a vu ce que ça a donné, l'obstacle légal pour le cannabis. Voilà, il y a beaucoup plus de consommateurs de cannabis aujourd'hui qu'il y a 10-20 ans. Donc, en fait, si ça se trouve, ça ne marchera pas, effectivement. Mais voilà, les inquiétudes portent plus, je pense, sur le cœur économique européen que sur le Bitcoin en lui-même. Ouais, salut tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'être plus de 200, hein. Je viens d'arriver, enfin, je suis arrivé il y a un moment, mais la fois que je parle. Moi, je suis d'accord avec vous. Et en fait, je pense que c'est juste la façon dont les US et l'Europe sont pensés. En fait, quand tu parles de régulateurs et qu'ils vont arrêter, et donc si en Europe on arrête un jour, les US ils vont arrêter, je pense qu'il y a des contre-pouvoirs beaucoup plus forts aux US où les entrepreneurs, ils ont vraiment du lobby, ils ont vraiment envie de se faire de l'argent. Donc, ils vont se battre pour que si Bitcoin se démocratise, ils vont pas louper la vague. Alors qu'en Europe, on n'a pas cette coalition de tous les entrepreneurs. On n'a pas ces grandes personnes comme les Michael Saylor, comme vous avez dit, qui vont finalement stopper les politiciens qui, eux, veulent garder leur pouvoir. Donc même si demain, tu as les US qui disent on va perdre le pouvoir du dollar, il faut agir, bah, leur contrebalance, ça va être plein d'entrepreneurs et plein de marché libre, en fait, qui va se dire maintenant, moi j'ai envie de me faire de la thune. Alors qu'en Europe, on n'a pas du tout ça. Et donc s'ils ont peur de perdre leur pouvoir, bah, ils vont passer la loi demain. Enfin voilà, moi, je vois vraiment plus comme ça, donc c'est vraiment culturel et Alors c'est un peu ça moi, le problème, hein. sur ce que tu dis, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas exactement la même puissance financière en Europe dans le domaine crypto qu'aux US. En Europe, on a quoi? On a Bitstamp, mais en gros européen, il n'y a pas en fait. Donc c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que tout le gros de l'industrie crypto, il n'est pas en Europe en fait, Ouais, mais j'ai aujourd'hui. envie de dire, ça, c'est un problème qui vient depuis longtemps. Genre, Premium, une des premières sociétés, on a Ledger, on a eu plusieurs tentatives de lobby qui ont plus ou moins échoué, parce que je pense qu'on n'a pas très bien réussi notre job. Donc finalement, c'est parce que ça fait déjà des années et c'est pas aujourd'hui, enfin, c'est pas lundi que ça va changer. Ça fait déjà 5 ans qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Ils bloquent nos comptes bancaires. Moi-même, y compris, je vous ai déjà dit tous mes comptes bancaires. Et je pense qu'ici, il y en a un paquet d'entre nous qui ont eu leur compte bancaire bloqué. C'est super galère, même avec le PSN, d'avoir un compte pour une entreprise. C'est pas demain qu'ils nous bloquent, ils nous bloquent depuis très longtemps. Et finalement, bah, à force de nous bloquer, forcément, on n'a pas des leaders mondiaux. Sauf, ok, quelques licornes qui ont réussi à tirer leur truc du jeu. Je sais pas, pour moi, en fait, c'est juste qu'ils continuent leur route et la loi qui va être passée, c'est juste une parmi les prochaines. Et si elle passe, ils en passeront une autre. Et si elle passe pas, ils vont réessayer plus tard. Parce qu'on est juste sur une mentalité différente de protectionnisme en Europe comparé à les US qui sont en train de se dire putain, si on prend pas ce tournant, peut-être qu'on va se faire bouffer par la Chine.
ou par d'autres trucs en général, tu vois. Je sais pas si ça a planté ou si personne répond derrière, non, à moins d'avoir coupé le débat là. Non. Ouais, t'as cassé l'ambiance. Alors, Merde, désolé. Non, c'est exceptionnel ce que tu as dit, hein. C'est exceptionnel. Moi, je suis 100% d'accord. Non, c'est bon. Moi, je pense que j'ai eu les réponses aux questions que j'avais et puis les contributions des uns et des autres vont à peu près dans le sens de ma réflexion, hein. Donc, bon, effectivement, l'Europe, c'est un peu compliqué quand il faut défendre les intérêts des entrepreneurs. Mais bon, c'est structurel. On n'y peut pas grand-chose. Mais bon, maintenant, il va falloir faire avec, hein, comme certains interlocuteurs l'ont déjà dit, au niveau européen, au niveau du Parlement européen. C'est le début d'un combat qui va être long. Et ben, on espère qu'on aura aussi des acteurs bitcoiners capables d'argumenter et puis de faire pencher la balance de notre côté, quoi. Après, moi, je reprends un peu ce que disait John là tout à l'heure, c'est que Bitcoin, ça a été fait pour ça quand même, créé pour ça à la base. Donc, c'est des tests récurrents, c'est pas le premier qu'il y aura, ce sera pas le dernier. Et à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, on a toujours tendance à se tourner vers les pays, les gouvernements, les parlements, etc. Mais finalement, c'est peut-être pas notre combat. Et que ça fait des années qu'on se dit que un des vecteurs d'attaque, c'est une attaque coordonnée, centralisée de plusieurs États qui se mettent d'accord pour ban un truc quelconque, que ce soit le minage ou n'importe. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal quand même. Mais que s'il y a des périodes de prohibition et que Bitcoin tombe un peu plus en marché noir, comme il est fait pour fonctionner, hein, au bout d'un moment, pour ceux qui portent des projets, la question c'est de savoir s'ils sont prêts à se barrer, s'ils sont prêts à faire ça sous le manteau, etc. À mon avis, ce sera quand même le cas et faut pas non plus trop paniquer, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, les entrepreneurs, oui, ils partiront comme certains ont déjà fait, ou ce sera non régulé et ça créera une communauté de bitcoiners beaucoup plus forte. Ouais, et Complètement puis, pardon, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, c'était juste, je revenais avec l'exemple du cannabis qui, je pense, en fait, est, ouais, avec ses limites, mais fonctionne bien. Enfin, aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des entreprises florissantes, mais qui sont pas légales dans ce domaine-là. Et donc, s'il y a un ban effectif, effectivement, on aura sûrement les deux cas de figure, des gens qui vont partir et des gens qui vont rester et qui agiront dans l'illégalité. Ouais. Faut pas sous-estimer non plus la capacité de nuisance de ce genre de régulation. Moi, ça me fait penser, tu parlais du cannabis, mais ça me fait penser beaucoup au secteur du jeu. Je me souviens quand l'Argel est arrivé, moi, je jouais au poker à l'époque sur des sites américains où il y avait toute la planète entière qui jouait. Et il y a eu des régulations qui sont mises en place pour, on va dire, fragmenter le marché du jeu, cloisonner. Et du coup, toute l'industrie en fait, du poker a pris un gros coup hein, de ces différentes régulations. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de nuisance de régulation qui pourrait vraiment faire du mal à toute l'industrie. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Gilles. Et le truc que je me disais, après, je vais pas tarder à y aller, mais le truc que je me disais aussi, c'est qu'effectivement, là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est au niveau du gouvernement français, il proposait une taxe exceptionnelle sur les GAFA. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, les GAFA, enfin, c'est des entreprises qui ont vu le jour aux États-Unis parce que l'écosystème et effectivement la façon de raisonner des Américains par rapport à l'entrepreneuriat leur a permis de se développer et de devenir les entreprises qu'elles sont aujourd'hui. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'avoir le problème, c'est qu'on se dit qu'on veut des champions entre guillemets européens, entre guillemets français, qui seront des acteurs qui pèsent à l'international. Et le problème de l'Europe, c'est qu'ils mettent pas en tout cas la direction que ça prend, c'est qu'ils mettent pas le cadre
qui permettra l'émergence de ces futures entreprises. Et effectivement, la fin du film, ça risque d'être effectivement des entreprises qui vont exercer dans d'autres pays et qui vont grandir dans d'autres pays. Et à la fin, on se posera la question de mais pourquoi ces entreprises sont parties? Et c'est un peu ça qui est, pour répondre à ce qui était dit tout à l'heure, c'est ce qui me préoccupe moi à mon niveau. Après, effectivement, je suis qu'un particulier, donc j'ai pas forcément toutes les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que c'est une période où il faut se poser, en tout cas le côté politique, il faut se poser les bonnes questions, parce que là, au niveau européen, on n'a peut-être pas non plus les élus qu'on mérite d'avoir. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cet espace de discussion. Et puis, en tout cas, bonne soirée à tous, et puis au plaisir de discuter avec vous. Merci à toi, merci beaucoup. Bonne soirée. Moi, je me permets de prendre la parole vu que personne parle. Je voulais intervenir tout à l'heure pour parler de la différence entre ce qui se passe aux US et en Europe. Et concrètement, j'ai l'impression que les US sont simplement meilleurs que nous pour graisser des pattes, en fait, concrètement. Et donc, je pense que le jour où on aura un lobbying bitcoiner qui sera plus rémunérateur et plus impliqué dans sa capacité à justement à donner des incentives financiers aux politiques pour avoir de la régulation favorable, je pense qu'à un moment, c'est ça qui nous manque et concrètement, que ce soit, il faut jouer avec les mêmes armes qu'eux, et donc que ce soit le chantage à l'emploi de oui, mais j'ai créé tant de jobs qui vont être perdus, ou donner des incentives financiers sera le seul moyen d'avoir une régulation favorable. Mais au final, si on y réfléchit, vous parliez de l'exemple du jeu en ligne tout à l'heure. Bah, au final, ça a fini par arriver et l'incentive, ça a été d'avoir pas mal d'argent à taxer pour les États. Et donc, il faut leur donner des raisons objectives d'être favorables. Et les seules raisons objectives, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, bon, en fait, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Donc, je pense que c'est compliqué d'arriver à une situation où ils soient favorables à quelque chose qui, in fine, va leur faire perdre à la fois du pouvoir et de l'argent. Donc, voilà. C'est ça mon analyse. Ouais, c'est juste, hein. Et à la limite, il faudrait dire que tous nos députés ont des bitcoins, sauf qu'on n'a pas cette culture de l'investissement comme aux US, ils peuvent l'avoir assez facilement. Et indirectement, ça joue beaucoup. Enfin, ça joue énormément, ça. Sinon, Un autre truc, Asa, attends, un autre truc, ce serait que Wallet aille vendre du service au Parlement européen. Hein, la bureaucratie, tout ça, et ils n'ont pas besoin de... Hein, au bout d'un moment, quand ils seront skin in the game, ils n'ont pas de Bitcoin, mais ils l'utilisent et à forte valeur ajoutée pour eux, quoi. Alors, Gilles, bouge-toi. Mais valeur ajoutée, s'ils peuvent pas modifier, ils vont pas être contents. Ça marche pas. Non, ils en ont besoin pour leurs propres besoins. Non, et le but, c'est juste de la preuve. Voilà, c'est Alors, rien de plus. sur ce point, figurez-vous que nous, on se bat également contre la compliance, mais une autre compliance, parce que nous, on n'est pas du tout sur le financier, on est sur la confiance numérique, et la confiance numérique a aussi son règlement européen qui s'appelle EIDAS, et qui impose des choses techniques. Donc ça me fait penser beaucoup à Mika. Typiquement, tous les acteurs qui sont certifiés pour faire de la signature électronique et tout ça, on leur impose d'utiliser des technologies, en fait. Typiquement, les certificats X509 pour les plus techniques d'entre nous. Donc, en fait, nous, on a exactement ce même combat-là, mais sur un autre plan qui n'a rien à voir avec le financier et qui a beaucoup moins d'enjeux, enfin, on va dire même financier, voire politique, hein, que juste la monnaie. Et on voit que c'est déjà c'est la croix et la bannière. Donc voilà, c'est pas gagné tout ça. Il faudra aller distribuer des paper wallets à l'Assemblée, à tout le monde, là, 0,1 BTC par député, là, et je pense qu'ils comprendraient très vite, au fait, au final, il faut leur mettre les mains dans le plat pour qu'ils comprennent. Jamais, ça marche pas. Enfin, franchement, donner du BTC, je crois que c'est vraiment pas le meilleur move pour rendre skin in the game. Bon, c'est que mon avis.
Il faut que tu penses aussi que c'est à double tranchant parce que tu leur donnes du BTC, ça va être non KYC, ils vont dire mais attends, blanchiment d'argent, et alors là, ils vont nous attaquer sur d'autres angles, hein, même si je reconnais l'idée. Ce que je voulais dire par rapport à Gilles, c'est qu'en fait, je pense que toute personne qui étudie Bitcoin sait que ça va pas être un combat facile. Genre, la première personne qui pensait qu'on allait facilement instaurer un système monétaire de liberté mondialement sans une attaque coordonnée des États, ils se mettent le doigt dans le nez. Moi, je suis pas si étonné hein, de l'allure. C'est peut-être plus rapide que je pensais, et j'avoue que je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais c'était à prévoir. Donc après, c'est bien qu'on ait cette discussion, mais bon, on Ouais, peut pas être choqué. moi, peut-être naïvement, au début, quand j'ai fondé Wallet, j'avais anticipé que sur les aspects financiers, ce serait dur, mais je pensais que sur la confiance numérique, ce serait peut-être un peu plus facile. Bon, c'est pas perdu non plus, mais c'est compliqué également. Donc, et là, ce qu'on cherche à faire nous, c'est pas terminer les banques centrales, hein. Pas du tout. Donc, donc voilà, c'était un peu ça mon idée à la base. Moi, je parlais de Wallet parce qu'en fait, je trouve que c'était un bon moyen de mettre. On parle souvent d'empoisonnement, entre guillemets, de l'ennemi, au sens large. Et je trouve que Wallet, en fait, c'est un bon moyen. Alors, je suis désolé de parler de la boîte comme ça, mais bon, on est en free speech ici, donc on va pas se retenir. Je trouvais que quand même que sur l'aspect compliance, Wallet, en fait, avait potentiellement beaucoup de possibilités pour empoisonner, en fait. Bah, le Parlement, etc., ouais, toutes ces institutions. Je trouvais ça assez intéressant, quoi. Tu leur fais comprendre en fait la valeur, enfin pourquoi, voilà, résistant, etc., machin. Tu vois, tu fais émerger en fait, les mêmes idées, mais sur un autre type de besoin. Ouais, Voilà, non, donc mais t'inquiète, nous on est en train de travailler. Alors je sais que tous les bitcoiners sont pas forcément très d'accord avec ça, mais sur le moyen d'utiliser Bitcoin comme un moyen anti-fraude. Et là, effectivement, les politiques y comprennent l'intérêt. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas si ce message passera. Il passe chez certains, il passe pas chez d'autres. Bref, bon, je pense qu'on y arrivera un jour ou l'autre, mais le problème, c'est que ça met beaucoup, beaucoup trop de temps. Peut-être aussi que le salut viendra du fait que si on entre vraiment en hyperinflation, il est possible que la BCE ou d'autres États avec avec lesquels la BCE travaille se retrouvent à avoir besoin eux-mêmes de Bitcoin et qu'ils aient juste pas le choix, entre guillemets, que d'en mettre un petit peu en réserve à un moment ou à un autre parce qu'ils n'auront plus le contrôle de la monnaie, qu'ils n'arriveront plus à arrêter les éléments inflationnistes et qui se retrouvent contraints, entre guillemets, malgré eux, à devoir l'utiliser à un moment et que ça viendra de là un petit peu l'éclaircie. C'est une possibilité, je pense. Moi, franchement, je suis convaincu de ça. Je pense que la Bitcoin va être adoptée par la contrainte, en fait, parce qu'il n'y aura plus le choix, en fait, au bout d'un moment. Et ça, je suis assez convaincu de ça. Je pense que les gens vont pas adopter Bitcoin de bon cœur, en fait. Ça, c'est ma vision du futur, mais par obligation. Si je peux me permettre, je dirais que Bitcoin ne sera pas adopté par les gens au pouvoir par contrainte, mais par la prochaine génération qui prendra le pouvoir. Pour moi, c'est impossible que ces gens acceptent qu'ils aient eu tort et prennent du Bitcoin. Ce sera juste une autre génération de leaders ou d'élus. Mais c'était mon petit grain de sable. Guillaume ou Vince, allez-y. Un point de réflexion qu'on peut aborder aussi, c'est juste par rapport à l'Europe, en fait. C'est-à-dire qu'une solution super simple pour peut-être rétablir un peu de souveraineté, c'est juste simplement quitter ce système. Moi, personnellement, je pense depuis mon plus jeune âge à l'école, etc., on nous apprend que voilà, l'Europe, c'est super bien, etc. Et dans l'idée, moi, j'apprécie le fait de coopérer avec d'autres pays européens qui sont nos voisins. Par contre, pour ce qui est d'une Europe politiquement centralisée, ça me plaît beaucoup moins, surtout si ça mène à le genre de situation qu'on est en train de vivre actuellement. Et on en vient encore une fois au débat entre voilà, centralisation et décentralisation. Et je pense que peut-être une solution aussi à ce problème, ça serait un peu de redécentraliser l'Europe pour que chaque État puisse prendre ses décisions. J'imagine que la Suède, la Norvège
des pays comme l'Islande, etc., qui sont vraiment très investis dans le mining, aimeraient avoir l'autorité de décider de ce qui se passe sur leur propre territoire par rapport au mining. Et peut-être pourquoi pas un jour en France, même si j'en doute, mais ça serait sympa d'avoir l'opportunité. Et c'est, je pense, ce qui fait aussi la force des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a le Texas, il y a le Wyoming, il y a l'Oklahoma qui pousse pour le mining, alors qu'en Europe, finalement, il n'y a personne puisque tout est centralisé tout en haut. Vas-y, Vince, et yes, t'as raison, Gigi. Ouais, bonjour tout le monde là. Merci là pour les organisateurs là, ça fait du bien d'entendre des choses en français de temps en temps là. Mais vous m'entendez? Ouais, on t'entend nickel. très bien. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'était exactement là ce qui vient juste d'être dit avant là. C'est vraiment le problème, je pense, c'est l'Union européenne là. Et puis c'est aussi un problème de stratégie là. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit là que c'est un jeu qui peut pas être gagné au niveau de l'Union européenne et essayer de faire du lobby ou essayer de faire changer ces personnes à ce niveau-là, c'est juste peine perdue. Moi, je pense qu'ils savent vraiment ce qu'ils font là. Ils sont pas incompétents, ils ont très bien compris Bitcoin, comment ça fonctionne là. Et c'est juste des stratagèmes pour éviter en fait justement là que ça augmente en utilisation. Et c'est exactement ce qu'ils font avec quand ils utilisent là le réchauffement climatique ou des arguments comme ça. C'est toujours mettre des choses vraiment compliquées, mettre en place là, des mécanismes qui empêchent, suivant leurs intérêts ou ce qu'ils poursuivent là, dans le cas de Bitcoin, ils veulent empêcher l'utilisation ou les développements de Bitcoin avec des arguments vraiment bidons. Là. Mais ils savent ce qu'ils font là. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, ils savent vraiment compliquer les choses. Là. Et puis en termes de stratégie, je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire là. Plutôt que d'essayer de convaincre au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment des initiatives locales. Et c'est ça qui marche aux États-Unis. C'est toujours des petites initiatives, soit au niveau des villes ou des États, pour des initiatives un peu plus grosses. Là. Mais ensuite, c'est ça. Une fois qu'une ville ou un État a une législation qui est plus pro-Bitcoin, c'est plus difficile au niveau fédéral de mettre en place une législation globale. Donc, au niveau de l'Europe, je pense que c'est ça là, qui devrait être fait. Là. C'est des initiatives locales. Et justement, pour bloquer en fait l'Union européenne dans ses plans. Et à côté de ça, évidemment, là, s'il y a du lobbying à faire, ce serait du lobbying au niveau politique pour sortir de l'Union européenne ou pour changer le fonctionnement de l'Union. Mais essayer de jouer leur jeu, je pense que c'est peine perdue. Là. Intéressant. Alors, pour info, pour ceux qui ne seraient pas au courant, hein, Macron, président de l'Europe, s'il est réélu, ça m'étonnerait qu'il fasse un référendum pour quitter l'Europe. Hein. C'était mon petit grain de sel dans l'histoire. Mais en effet, décentralisation, c'est toujours un peu où on en revient. Faut peut-être pas élire Macron, du coup. Non, et puis, sans parler de Macron, enfin, déjà, il y a le souci de subsidiarité, et en fait, au sein de l'Europe, c'est au niveau de la nation, et donc la France, ça reste quand même assez gros, c'est très bureaucratique. Il y a plein de strates, etc. Donc, Macron ou pas, il n'y a pas trop de sujets. C'est plus, moi, je vois, dans d'autres petits pays un peu plus petits où il y a peut-être plus d'opportunités. Je ne compte pas grand-chose sur la France, personnellement. Ouais, et puis ça peut être très, très focus sur un pays ou sur un endroit. On l'a vu avec les sanctions ou les choses comme ça. Là. Il suffit qu'il y ait un pays là, qui veto, en tout cas un gros pays, là, pour que toute la machine soit enrayée. Là. C'est plus ça là, qui a du pouvoir, là, je pense, là, c'est que il y a un pays ou une région ou une ville, là, dépendamment là, des États, là, qui disent c'est nous, ça nous intéresse pas, ou des choses comme ça. C'est ça qui marche là aux États-Unis. Là, c'est jamais vraiment au niveau tout en haut là que les gens sont influencés là. C'est vraiment des gens dans le système qui disent c'est nous, on va bloquer à ce niveau-là. C'est plus dur en France, en Union européenne, parce que le système est beaucoup plus centralisé, mais il y a quand même là des opportunités, je pense, en focusant à des niveaux plus locaux. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire là.
Ouais, le problème aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment élu les élus européens là? Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir voté pour qui que ce soit. Et je pense que tous les pays européens pensent un peu, enfin, peuvent penser potentiellement la même chose. Donc c'est aussi un problème de structure politique complet. Et ça, c'est pas Bitcoin qui vient, enfin, Bitcoin vient changer ça au long terme, mais c'était là avant et c'est un peu compliqué de le changer aujourd'hui. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec effectivement ce que vous dites et ce que tu dis, Vince, sur le côté local. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un travail. Je pense pas que, par exemple, tous les députés européens comprennent ce qui se passe et soient tous sciemment en train de faire en sorte de rendre Bitcoin illégal d'une manière ou d'une autre en Europe. C'est pour ça que ça peut être aussi peut-être un autre moyen, mais qui est complètement complémentaire à l'approche locale, bah, c'est de contacter les eurodéputés pour essayer justement d'amener une prise de conscience là-dessus. Et puis, comme ça, une fois que c'est fait, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Donc d'ailleurs, dans les tweets partagés dans le space, là, il a été partagé 2 fois par Guillaume et moi. Mais voilà, il y a quelque chose qui commence à s'organiser avec des templates pour contacter les députés européens, un peu sur la manière de ce qui s'était fait aux États-Unis dans un contexte euh, similaire, on va dire à peu près. Voilà, donc si c'est une approche qui vous paraît pertinente, il y a celle-là aussi, qui, voilà, je pense, je le redis, est complémentaire à l'approche locale, effectivement. Je suis un peu vieux, je le sais. Ça avait été fait, je crois, de mémoire sur Adopi. Ce type et ça a pas très bien marché. Donc, mais oui, ouais, il faut le faire, ça coûte rien. Enfin, ça prend, j'imagine, 10 minutes, un quart d'heure à faire. Mais il faut pas avoir. Enfin bon, moi je sais pas enfin entre guillemets par expérience, quand j'ai vu ce qui s'est passé sur Adopi, bon, Ouais, ouais. je suis un peu perplexe, quoi. J'en attends pas grand-chose non plus, mais c'est histoire de pouvoir dire, ouais, mais on vous l'avait dit, quoi. Et qu'ils puissent pas utiliser cet argument. Par rapport au temps que ça prend, je veux dire, je pense que voilà, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour pouvoir affirmer sans flancher que on a fait ce qu'on a pu, quoi. Euh, On est 200 là. On est 200. Si chacune des personnes dans le space l'envoie à un autre Bitcoiner, les eurodéputés qui se réveillent lundi avec 200 mails, ils ont tous des aides, etc. Ça peut changer les choses, surtout si c'est un vote qui arrive qui est très proche, à 2-3 votes. Ça coûte rien de le faire. Donc, moi, je vous conseille de le faire. Voilà, au niveau individuel, de toute façon, il y a que comme ça qu'on peut lutter. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités à son échelle, même si, bon, voilà, peut-être que ça servira à rien, mais peut-être que ça servira aussi. Et donc, si ça peut servir, il faut qu'on essaye. Et question, pronostic, vous pensez que ça passe ou ça passe pas? Je suis assez curieux. Alors on peut faire ça sur un oracle si vous voulez, en DLC, là, non? Non, ça tente personne? Très, très. Dessus, le profit, John, dessus, le profit, espèce de capitaliste, va. Ouais, attends, ouais, business is business, hein. Puis en plus, c'est Non, sur Bitcoin, donc bon. moi, je suis un éternel optimiste, donc je pense que ça passera pas. Mais on pourrait dire aussi que je suis un éternel naïf, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je dirais non. Moi, je pense que ça passe. Après, ça passera peut-être pas au niveau supérieur, mais en tout cas, cette commission-là, ça passe. Ah, j'ai envie de croire que ça passera pas, mais si je devais mettre mon argent, je dirais que ça passe. Moi, Et l'argent part plus. de ce que je sais, c'est très serré, hein. Je crois qu'il y a 31 votants, ou je sais pas quoi, et ça se joue entre les écolos, la gauche et la droite, quoi, en gros. Mais je sais que dans les prévisions, c'est quand même assez serré, quoi, le vote. Ouais, et ce qu'on n'a pas dit aussi, en fait, je viens de me rendre compte, c'est qu'il y a une contre-proposition qui a été faite ensuite. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la partie ban, entre guillemets, du proof of work devait avoir été retirée. Elle a été rajoutée au dernier moment. Et du coup, le rapporteur du MiCA a ajouté une autre proposition. Donc, c'est une proposition pour le même article, donc ce sera l'une ou l'autre qui finira dans la loi, et qui, elle, est un peu plus raisonnable par rapport à ça et qui, elle, envisage que voilà,
les producteurs de blocs sur des systèmes proof of work soient intégrés dans la taxonomie européenne et donc, donc sur l'énergie et donc et à répondre à un certain cahier des charges. Mais voilà, ça replace. Enfin, disons que si on admet qu'il faut faire quelque chose du point de vue de la consommation et des émissions de Bitcoin, c'est quand même beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique d'agir sur ce levier-là. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait, comme tu disais, Gilles, une légère majorité qui soit plutôt prête à voter cette version-là. Et c'est pour ça aussi que ça rejoint ce que disait Guillaume, c'est qu'effectivement, il se pourrait que finalement, même un ou deux députés puissent faire la différence sur ce vote-là. On a deux personnes qui ont rejoint. Alors, je vais faire descendre quelqu'un pour pouvoir faire monter en taux. Et sinon, si je te laisse prendre la parole, esprit et métabolisme, si tu veux, prendre la Oui, parole, je sais pas je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Nickel. Ouais, alors du coup, déjà merci pour ce rendez-vous. Et alors j'avais une question, je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer. C'est au niveau des élections qui arrivent, en tout cas à l'échelle de la France. Est-ce qu'il y avait des intervenants ou est-ce qu'il y avait des entités, ceux qui sont pro-Bitcoin, on va dire, sur les médias, qui planifient de faire rentrer justement le débat du Bitcoin dans les questions, par exemple, je ne sais pas s'il y a des questions présidentielles ou ce genre de choses. Mais comme disait un des intervenants, je ne pense pas que la génération, on va dire, de boomers, en sens non péjoratif, soit prêt à faire cette révolution, mais du moins ramener cette question dans le débat pour que tous les jeunes, on va dire, qui écoutent, du moins ramener la question voilà, ce genre de proof of work, etc., dans le débat, quoi. Que feraient les candidats s'ils étaient élus? Moi, je ne vois pas trop, mis à part peut-être les candidats, on va dire, qui déjà proposent de sortir de l'Europe ou ce genre de choses, et qui peut-être par extension iraient vers pourquoi pas, ouvrir le débat sur la question du Bitcoin. Sinon, je vois pas voilà, je vois pas de candidat qui serait prêt ne serait-ce qu'à en parler, quoi. Alors je sais que le sujet il a été mis sur la table, notamment suite à l'étude de KPMG. Il y a eu un rapport de l'ADAN qui interpelle les candidats à la présidentielle sur le sujet. Mais aujourd'hui, on a quoi? On a Zemmour qui en a parlé, mais c'est à peu près tout, hein. C'est un peu triste parce que bon, il n'y a pas un candidat pour lequel ce sujet soit important ou sur la table. Donc, en tout cas, un candidat sérieux, on va dire. Enfin, je dis pas que Zemmour est pas sérieux, mais je dis juste que même si il y a eu des tentatives, notamment via l'ADAN, en fait, la DAN, c'est à peu près tout ce qu'on a eu et c'est un peu pauvre aujourd'hui hein, sur le débat pour les présidentielles. Et sur ce, je vais vous quitter parce que je vais aller manger. Salut tout le monde. Merci Gilles. Je permets de préciser qu'il y a également Ledger qui a fait un effort de son côté en invitant tous les candidats à aller voir son donjon et parler des trucs numériques. Et c'est ici que Zemmour, je n'ai pas envie de dire a été reinspiré, mais que Zemmour du moins s'est positionné sur ce qui est un petit peu commun dans les grandes lignes de l'industrie. Je veux dire, il n'a pas non plus pris des risques. Peut-être qu'il n'a sûrement pas compris de quoi il parlait, mais au moins il s'est positionné un peu quand même pro-Bitcoin. Et tous les autres, ils n'ont rien dit, sauf peut-être des anti-écolos, enfin des pro-écolos qui ont dit du non-sens. Mais non, le débat, il n'est pas là. Et si on refait un parallèle comme on le fait tout le temps avec les US, aujourd'hui, ce serait impossible aux US d'avoir un débat sans Bitcoin parce que l'inflation est au sommet, parce que beaucoup de gens ont compris que c'est dans la liste des débats de tous les jours aux US. Alors qu'ici, il n'y a personne qui ose ou veut se prononcer. Guillaume, j'ai vu que tu voulais peut-être parler, ou Yves. Ouais, moi, de nouveau, encore un petit peu d'optimisme, mais j'ai vraiment l'impression que cette loi, elle s'engage dans le labyrinthe administratif européen et que, par exemple, d'ici 2025, Bitcoin aura encore beaucoup évolué, la communauté de Bitcoiners aura encore beaucoup évolué. Enfin, perso, il y a 3 ans, Bitcoin était complètement différent. Et d'ici 2025, j'ose même pas imaginer dans quel état sera l'écosystème. Quand on voit, par exemple, l'étude de la DAN sur le pourcentage de personnes qui s'apprêtent à acheter des cryptos et du Bitcoin, en 2025, il se sera passé énormément de choses. Donc, de nouveau, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte et c'est à nous de la saisir, quoi. J'aimerais juste préciser quand même que ce rapport de l'ADAN dont on parle pour les recommandations présidentielles ne mentionnait pas le mot Bitcoin une seule fois. Donc après, voilà, on en tire les conclusions qu'on veut.
mais même quand les personnes qui sont censées nous représenter en fait au niveau européen et les entreprises françaises en fait qui financent ces personnes-là se permettent de ne pas mentionner Bitcoin. Euh, je, 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 je peux peut-être comprendre les raisons, hein, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être politiquement risqué de dire le mot Bitcoin, mais c'est dommage et je pense que il y a une partie de la faute qui est à remettre à ces gens-là et peut-être que dans le futur il faudrait se concentrer en fait sur Bitcoin. Voilà. Il représente qui, la Dan, concrètement? Mais il représente personne, il représente les actifs numériques. C'est Ouais, ça le voilà, truc. exactement. Voilà. Donc il représente Solana, il représente la fondation Ethereum, il représente les OS, il représente les actifs numériques. Il représente le LUG, ça s'appelle bien le LUG, le truc de je sais plus quelle chaîne de supermarché. C'est ça, ouais. C'est Ben Discount. voilà. Non. Mais c'est ça qu'il représente. Ah bah Et s'il représente c'est Solana, ça, elle représente c'est ça la Panis. grosse différence. Maintenant, la différence aussi entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, ils ont le dollar. Le dollar, c'est la monnaie de réserve mondiale, c'est la plus grosse armée, c'est tout ce qu'ils veulent. En Europe, s'il n'y a pas une cohésion qui se passe au sommet du gouvernement européen et de l'Union européenne du haut vers le bas, l'euro, ça pète. C'est aussi simple que ça. L'euro n'a pas la force, ils ont ni la force ni la force de persuasion que le dollar a. Donc c'est pour ça que d'un point de vue politique, c'est très très différent. Aux États-Unis, ils sont en position de dominance. Donc à l'intérieur des États-Unis, il peut y avoir des bagarres entre États. En Europe, s'il commence à y avoir des bagarres entre États, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Qui revient. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer à quelque chose comme ça, qu'ils sont obligés de se serrer la main. Et le truc qui va vraiment changer, aujourd'hui, il y avait un article comme quoi Yellen disait qu'avec l'inflation et ce qui se passe avec la Russie, etc., la position dominante du dollar n'était pas remise en question, ce qui sous-entend qu'elle est remise en question et qu'ils ont très très peur et qu'ils sont obligés de communiquer dessus. Mais si demain, les États-Unis, il y avait un gros problème avec le dollar, ils vont plus du tout se bagarrer entre eux et ils vont avoir une cohésion au niveau fédéral qui va être la même que l'Europe aujourd'hui, du haut vers le bas, c'est normal. Et est-ce que tu ne penses pas que d'ici là, il y aura trop d'industries et ce sera too big to fail pour que finalement, ils ont qu'à prendre ce qui a déjà été créé par les entrepreneurs comparé à pense, oui. détruire? Je pense, oui. Et je Ils ont pense trop à que, perdre. Je pense qu'ils ont trop à perdre en effet. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, si en Europe, il y avait, par exemple, une entreprise, j'ai oublié le nom de l'entreprise en Norvège, mais ils ont fait leur truc qui s'appelle City pour mettre en avant le minage et l'exploitation du Bitcoin, etc. Je pense qu'en Norvège, City et cette boîte d'extraction pétrolière et de gaz qui ont les moyens et politiques et financiers, je pense qu'ils ont été voir leurs députés européens, ils leur ont dit vous êtes gentils, mais nous, on n'est pas dans les exchanges, on n'est pas dans le commerce, on n'est pas dans le trading, on n'est pas dans le shitcoin, on n'est pas dans tout ça. Par contre, vous faites en sorte que le minage et la possession de Bitcoin, vous nous la protégez tranquillement. Est-ce qu'il y a eu... à quel niveau de lobbying ça se passe, on n'en sait rien, mais quelque part, il y a un politicien en Norvège qui a bien reçu le message et qui protège les intérêts de l'industrie de son pays. En France, il n'y a pas ça, par exemple. En Allemagne, je ne sais pas s'il y a. En Belgique, je ne sais pas s'il y a. Après, comme exemple, c'est que Hacker, c'est peut-être une des boîtes qui est plus intéressante pour ça. Ils sont a priori sur tous les secteurs de minage différents, d'énergie différente, quoi. Donc, ils comprennent peut-être plus la logique économique. Oui, eux, oui. Mais ce que je parle, c'est le politicien norvégien qui les représente. Il y a eu une discussion forcément avec un sénateur ou je ne sais pas quoi au niveau européen. Et cette personne-là qui a dit d'accord, mais est-ce que ça vous dérange que le texte ils dise que le trading il va être réglementé? Eux, ils ont dit on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le miner, l'exploiter, le thésauriser et faire ce qu'on a à faire à notre niveau. Mais après, le reste, si la boîte de Joss, elle s'en prend plein la gueule, nous, on s'en fout, c'est pas notre problème. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est chacun pour son camp, chacun pour son propre intérêt. Mais au niveau de l'Europe,
pour l'instant, il n'y a pas encore d'acteur suffisamment majeur qui peut avoir une influence sur toute l'Europe. Parce que pour l'instant, c'est encore chacun pour soi en essayant de trouver une cohésion par le haut. Mais ça c'est un problème de l'Europe, c'est pas un problème de Bitcoin du tout. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ce que tu me fais penser, c'est un peu comme en Suisse, c'est très facile de parler avec ton politicien local ou avec les régulateurs et le faire comme un accord. Alors que en Europe ou du moins en France, c'est absolument impossible, simplement parce qu'on est trop gros, trop administratif. Anto, tu voulais parler, je pense? Non, je sais pas. Ouais, en fait, carrément, ouais. Je voulais qu'on revienne sur la question de tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le vote va passer ou pas? En fait, je voulais juste préciser un truc, c'est que même si le vote passe demain, il y a quand même derrière le trilogue qui se met en place, c'est-à-dire le discours avec la Commission européenne, le Parlement européen, etc. Et dans tous les cas, dans le texte, de toute façon, on ne parle pas d'une activation avant le 1er janvier 2025. Donc, ça laisse quand même, à mon sens, encore du temps, même si demain le texte est voté, je veux dire, ça laisse encore du temps pour militer et pour essayer de faire bouger les choses. C'est un bon Ouais, point dans le sens. et surtout, excuse-moi, Non, vas-y, Guillaume. et surtout à la prochaine étape en fait. Parce que là, la prochaine étape est du coup beaucoup plus concentrée. Tu auras du coup, les 27 ministres de chaque État membre qui voteront. Exactement. Et là, en fait, ça sera à ce moment-là qu'il faudra se bouger le cul pour convaincre ces 27 personnes. Parce que là, il n'y en a plus pas 700, mais 27, et c'est des cibles précises quoi, qu'il faut identifier, si je peux dire, et leur faire comprendre en fait l'intérêt de Bitcoin. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça, ouais. Je pense aussi en 2025 pour avoir l'état de l'inflation en Europe, mais bon, Exactement, c'est ça. pour le Et ça se français, trouve, le monde se sera écroulé d'ici là, quoi. à 3,50 la baguette, ça va direct parler allemand. Les gens ils vont comprendre qu'en fait, si tu avais du BTC en 2022, bah, pour toi, ça va pas trop bouger. Mais pour les autres, bah, concrètement, ils doivent choisir entre se chauffer ou avoir la dalle. Voilà. Ça va leur faire tout bizarre, hein, et ils vont très vite Ah bah ça comprendre va l'intérêt. jumper dans les chaumières, bah tu m'étonnes. Bah oui, évidemment. Ouais, je sais pas. Moi, je suis peut-être un pessimiste dans l'âme, mais je me dis, convaincre 700 personnes de la liberté, c'est bien. Convaincre les 26 personnes qui sont au pouvoir, qui vont potentiellement perdre leur pouvoir et que on va à l'encontre de leur euro numérique, ça me paraît plus dur. Donc, en fait, pour moi, je pense que c'est plus simple aujourd'hui que ça le sera à la prochaine discussion. Mais je comprends là où vous voulez aller. Mais c'est peut-être parce que je suis très. En fait, je pense qu'ils sont pas si cons. Et s'ils Bah, sont pas si cons, ils ont aucun intérêt à accepter Bitcoin. Parce bah qu'on ouais, gagne, mais ils perdent. tu vois, mais je pense qu'on a sans doute tous raison et que la vérité elle est au milieu. Ouais, probablement. Mais où est-ce que se situe le milieu? C'est ça qu'il va falloir qu'on détermine dans les mois à venir, en fait. Un autre truc qui est intéressant, c'est de voir comment, quand tu es en CBDC avec un US dollar numérique, un euro numérique, avec quoi ils vont faire leur settlement. Parce que, en fait, concrètement, si c'est shitcoin contre shitcoin, au bout d'un moment, ils vont réclamer eux-mêmes entre blocs économiques un moyen d'échange qui soit, entre guillemets, valable et qui ait une réelle valeur. Et donc, peut-être qu'on va se taper nos shitcoins européens, shitcoins américains, mais qu'entre eux, ils vont faire leur settlement dans une monnaie plus dure, quoi. Ce que tu viens d'écrire, c'est notre système. yuan. Ouais, bah ouais. C'est exactement ce qui se passe. On a tous notre monnaie. Alors, tu le digitalises, tu mets une CBDC, mais grosso modo, tout est déjà digital. Et ils le settlent entre eux tranquillement, avant avec de l'or. Ils settlent en dollars pour l'instant, mais le jour où c'est vraiment pur shitcoin contre pur shitcoin, il faudra voir en fait comment ça se passe, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait l'Europe ou les États-Unis qui tirent leur épingle du jeu, et c'est une course vers le bas, hein, de qui aura le plus gros shitcoin, qui va le plus s'imprimer pour soutenir son économie locale. Et c'est pour ça que je pense que... Mais Paul, cette course, ça fait déjà 20 ans, voire même depuis 71 qu'elle existe. Et les grands gagnants, c'est le Japon. Ils ont tout dévalué plus vite que les autres. Ils sont tous en train de dévaluer parce que dans un jeu fiat, tu dévalues plus vite que l'autre pour rembourser moins ta dette. Donc je vois mal pourquoi ils arrêteraient aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, les CBDC, ça permet juste d'accélérer. D'ailleurs, si on regarde la situation du Japon, franchement, depuis les années, depuis le temps, etc., elle est proprement hallucinante, leur situation au Japon. Ouais, je sais pas. Je pense que dans un système de coopération économique, we are the world, tout le monde est content, c'est la fête, tout va bien. Je pense qu'effectivement, là, il n'y a pas trop de problème.
Je pense que quand tu es en train d'avoir des resserrements nationaux un peu entre les États, je pense que la donne, elle change un petit peu parce que qu'on le veuille ou pas, avec la Russie, il va falloir trade, avec la Chine, il va falloir trade, il va falloir trade un petit peu avec tout le monde. Et je suis pas persuadé que justement cette race to the bottom, elle perdure sur le système actuel. Je pense qu'ils vont être obligés de trader dans une monnaie plus dure à un Ouais, moment, au moins entre banques centrales. je pense que tu as raison, mais en fait, je ferais peut-être une différence entre US, Europe, Chine, qui sont en fait assez gros pour avoir assez de confiance et maintenir leur système. Par contre, toutes les petites nations, eux, en effet, ils vont se faire niquer dans cette course et donc ils ont un intérêt à aller vers Bitcoin. El Salvador, tous les pays d'Amérique centrale, c'est pour ça qu'ils le font en fait. Donc si jamais l'Europe venait à disparaître parce que l'euro rate, je pense que tous les pays européens ont un intérêt à avoir du Bitcoin. Mais tant que l'illusion européenne et de l'euro tient, ils n'ont pas forcément d'intérêt à se mettre sur Bitcoin. Bon, C'est plus comme ça ouais. que je le vois. Soyons réalistes, à l'heure actuelle, s'ils devaient repartir sur un actif dur et rare, ça serait l'or. Hein. Enfin, nous, on est entre bitcoiners avec des œillères et on aime cette technologie, mais s'il y avait une technologie monétaire à reprendre et repasser sur un autre système que le fiat, il repasserait sur l'or, en tout cas sur le court terme. Enfin, je vois mal demain le UK ou la France dire OK, les gars, on repasse sur le Bitcoin. Non, Ça serait d'abord l'or, et on le voit, la stratégie de la Russie ou de la Chine actuellement, c'est d'accumuler des réserves monumentales d'or. Et Ouais, par et ça contre, sur fait le des long années qu'ils le terme, font. exactement, et si on se projette, par contre, oui, si les Fiat se cassent la gueule encore une nouvelle fois, clairement, comme je ne sais plus qui le disait, la prochaine génération verra qu'en fait, la solution au Bretton Woods 4.0, c'est Bitcoin. Vas-y Yves. La raison pour laquelle tout le monde utilise le dollar aujourd'hui, c'est parce que justement, Bretton Woods, le dollar qui devient la réserve mondiale, à partir de demain, si tu dois faire du commerce avec la Chine et que la Chine te dit vous nous payez en yuan et que le yuan, ben, ça devient la monnaie pour pouvoir faire du business avec la Chine, ben, ça deviendra la réserve mondiale. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et en plus, eux, derrière, diront on a dévalué, on a joué un peu solo, mais là, aujourd'hui, comme on a beaucoup d'or, ben, en fait, on part du principe que ce qui s'est passé en 44, on le fait aujourd'hui chez nous. Vous nous donnez tout votre or, nous, on met la réserve mondiale monétaire, et puis à partir de là, si vous voulez acheter chez nous, il faut utiliser notre monnaie. Voilà, c'est tout. C'est fini, le bras de fer, il est gagné. Hein. Et tu crois pas à une possibilité de DEX, de swap automatique qui finalement fait que nous, on décide d'utiliser Bitcoin parce qu'on considère que c'est une meilleure monnaie et quand on veut dépenser quelqu'un, automatiquement, c'est swipe au dernier moment. Donc, on ne sait même pas qu'on utilise sa monnaie. Dans l'ancien monde, je peux comprendre que ça marchait, mais dans ce nouveau monde, je vois pas pourquoi j'aurais le moindre yuan ou le moindre euro ou le moindre dollar quand je peux simplement tout avoir en Bitcoin et swipe au dernier moment pour utiliser leur monnaie. Ça te paraît cohérent comme possibilité ou je sais pas si tu as déjà pensé à ça? Oui, mais justement, on en revient toujours à medium of exchange and store of value. Le store of value peut être de l'or ou du Bitcoin. Et peut-être que les banques centrales vont commencer à terme à comprendre que ça vaut la peine d'avoir du Bitcoin et de l'or et d'autres choses. Mais pardon, le medium of exchange, c'est ce que ton interlocuteur veut. Si ton interlocuteur te dit vous ne me payez pas en bolivar vénézuélien, vous me payez en dollars, tu le payes en dollars. Et puis tu vas peut-être devoir aller l'acheter au marché noir très cher, mais tu vas le payer avec ce que lui il veut recevoir. Parce que toi, derrière, tu veux avoir ta bouteille d'eau ou tu veux avoir ton sandwich. Ouais, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on le paiera, moi, je ne saurais même pas dans quelle monnaie je le paye. C'est plus là où je veux avoir, en fait. Moi, mon portefeuille, c'est que Bitcoin. J'appuie sur payer. Je ne sais même pas dans quelle monnaie lui il va le recevoir. Tu vois. Oui, non, C'est je plus là où je veux parlais à aller. je parlais à un niveau au niveau des gouvernements, au niveau de beaucoup plus macro, en fait. Aujourd'hui, le fait que les États-Unis ont à l'intérieur des États-Unis 2 ou 3 États qui sont parmi le top 5 des paradis fiscaux mondiaux, alors qu'on continue à dire oui, mais Monaco, oui, mais le Luxembourg, oui, mais la Suisse, alors qu'en fait, je ne sais plus quel, mais il y a tellement de papers, il y a tellement de leaks, on ne sait plus lesquels c'est. Mais le Delaware. voilà, le Delaware, le North Dakota, etc. Récemment, il y a eu, c'était pas les Panama Papers, mais c'était un autre Papers qui est sorti. Pandora, voilà, c'était Pandora Papers qui a montré qu'effectivement, tous les paradis fiscaux, maintenant, ils sont tous en train d'aller aux États-Unis.
et qu'en même temps, ils peuvent imposer l'extraterritorialité de la loi américaine sur tous les pays du monde, et en même temps, ils continuent à imposer le pétrodollar tant bien que mal en faisant des bras de fer avec la Russie et la Chine, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'à un niveau de settlement, ça se passe en dollars. Et parce que SWIFT, aujourd'hui, on parlait de la Russie qui se fait sortir de SWIFT, etc. C'est parce qu'à un moment, on a besoin de faire du settlement en dollars. Aujourd'hui, s'il y a, je ne sais pas quel, il y a le Bangladesh qui doit faire un échange monétaire avec la Suède, ils vont le faire en dollars, quelque part. Et en fait, bah, ça, nous, en tant qu'individus, ça ne nous touche pas, mais ça nous touche parce que c'est ça qui va faire qu'après, il y a des régulations, que votre banque, elle vous dit, bon, bah, je suis désolé, mais on vous coupe. Donc ça descend vers le bas, mais depuis tout en haut, ce qui met les règles du jeu en place, c'est la dominance du dollar en tant que monnaie de réserve internationale. Si demain, les États-Unis vendent moins et qu'en face d'eux, il y a la Chine qui croise les bras et qui dit on ne vous vend plus ni le nickel, ni les terres rares, ni les puces électroniques, ni ceci, ni cela, ben, les États-Unis ils vont dire d'accord, on vous paye en yuan, on les achète où? Bah, on les achète, vous allez faire la queue comme tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est le gros bras de fer avec la Russie qui est alliée avec la Chine, et de l'autre côté, il y a l'Europe et les États-Unis, et tout le monde tremble dans ses petits pantalons. C'est la dominance du dollar. Donc à notre niveau, on s'en fout complètement. Et moi, je suis bitcoiner, on est tous bitcoiners, tout le monde est bitcoiner, c'est la fête au bitcoin. Mais au niveau de vos banques et de vos entreprises, à un moment ou un autre, ce qui va se passer, c'est que le settlement, il va devoir se faire dans une monnaie ou une autre monnaie. Et de savoir en fait qui c'est qui va réguler et diriger et contrôler l'inflation de cette monnaie, bah, c'est ça qui va tout changer en fait. Est-ce que ça va être les États-Unis? Est-ce que ça va être l'Europe? L'Europe, haha, parce que forcément ça fait 20 ans qu'ils essayent, mais on sait très Alors, bien qu'ils n'arriveront je pas. pense avoir capté. J'avoue que Yves, il bug beaucoup, j'ai l'impression là. Ah, c'est possible, je sais pas. Ouais, il y a un peu de lag, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Bon, ben je me tais alors. Non, mais c'est intéressant ce que Ah tu bah dis. non, Après, non, surtout pas, Yves. Bah Je fais un non. podcast, je fais un podcast. Ah bah non, non. Peut-être que le je suis podcast de censuré, en Yves, fait. c'est les pendules Satoshi, hein, pour ceux qui veulent suivre. Déjà 2 épisodes. Je me permets de te faire ta petite promo. Merci, t'es chou. Mais c'est un truc pour les débutants, mais au fur et à mesure, on arrive à des concepts qui sont un peu complexes quand même. C'est ça le but. Ouais. Vas-y Vince, et après par contre je pense qu'on va peut-être essayer de garder ça sous 2 heures, même si c'est un sujet qui a été assez passionnant, et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées et qui ont parlé, 200 personnes, c'est super. Vince, je te laisse la parole. Ouais, non, c'est ça. En fait, là, c'était. Je voulais juste réagir à quelque chose que quelqu'un avait dit tout à l'heure, là, mais maintenant, on était passé à une autre discussion, là. Mais pour la Norvège, là, et les compagnies là-bas, c'est aussi que la Norvège, elle a un statut particulier, là. Elle est pas. De mémoire, là, je pense, elle n'est pas dans l'Union européenne. Elle a des accords plus ou moins avancés avec les pays, là, mais c'est pas un État vraiment intégré, là, comme les autres. Là, c'est pour ça, en fait, là, que des pays comme ça, la Suisse ou la Norvège, ils ont plus de flexibilité là, sur ce qu'ils sont capables de faire. Là. Ok, intéressant, ouais, effectivement. Ça a peut-être dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, de changer un peu les règles de fonctionnement de l'Europe. Ouais, ou en On va sortir peut-être. complètement. Parce que au final, je pense que le cœur du problème, c'est vraiment ça. Là. À partir du moment où on fait partie d'une grosse machine là, centralisée et que les gens ont intégré là, que les décisions sont prises au sommet, là, ça casse toutes les initiatives. Et c'est un peu comme l'autocensure. Là, il y a des compagnies là qui vont pas vouloir pousser un peu les limites ou des choses comme ça parce qu'ils ont peur ou ils anticipent des choses. Là. Et puis ça force les gens à essayer là, d'intégrer ce système, ce qui, à mon sens, est perdu d'avance. C'est vraiment une décision politique. Là. C'est même pas 100% lié à Bitcoin. Là. Tous les, Ah bah, et puis, je je pense pense que c'est même intéressant que oui, ce que tu es en train de avec d'autres décrire, pays. en Là. fait, c'est le principe même du lobbying, en fait, ce que tu es en train de décrire quelque part. Ouais, ça va beaucoup plus loin que Bitcoin. Il y a d'autres groupes d'intérêt là qui sont intéressés à soit sortir de l'Union européenne, soit faire les choses différemment là. Puis je pense que la stratégie, c'est plutôt de focuser là-dessus parce que de continuer de participer à ce système-là,
c'est juste perdu d'avance là. Et puis, si jamais la loi est pas votée ou change ou quelque chose, ça va être juste c'est un peu de retard dans le système, mais ils vont proposer autre chose ou ils vont faire un petit changement. C'est comme c'est d'habitude là. Pour moi, il y a vraiment ça va nulle part là de ce côté-là. Après, toujours important de rappeler que Bitcoin Twitter, c'est un echo chamber. Hein. Bitcoin, c'est bien, c'est décentralisé, mais ça reste très Ouais, petit sur le flux putain, de monétaire ouf. mondial, Ouais. comparé au dollar, à l'euro, le yen, enfin, ce genre de choses. Donc, tous les lecteurs prenez toujours des pincettes quand on parle de potentiel futur. Surtout quand on parle d'aller détruire l'euro, le dollar avec Bitcoin, quoi. Même si on y croit tous au fond de nous-mêmes au long terme. Ouais, c'est vrai que l'écho chamber est assez ouf au niveau de Bitcoin Twitter. Mais en même temps, si tu es capable de faire la part des choses, c'est aussi ce qui t'amène à réfléchir. Donc voilà, c'est une épée de Damoclès, un peu une épée à double tranchant. Et voilà, faut pas oublier son libre arbitre dans tout ça, mais ça permet aussi de commencer à réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément réfléchi auparavant, quoi. Ouais, il faut aussi se dire que du coup, dans cette grande guerre géopolitique des monnaies, vu que Bitcoin est plus petit, il va prendre des coups de tous les côtés. Donc, il faut s'attendre à énormément de volatilité, il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas du tout ce qu'on pensait. Genre, personne n'avait vu le Salvador, ou du moins, personnellement, je ne l'avais pas vu. De la même façon, tu auras peut-être un deuxième pays, on ne le verra pas, et ça va être un très très long chemin. Euh, donc, ça va être passionnant, mais il ne faut pas penser que c'est acquis ou que tout est sûr, sauf le fait qu'il y aura toujours un bloc toutes les 10 minutes. Ouais, c'est clair, rien n'est joué et game theory for the win, clairement. Oui, je suis d'accord. Ouais, Green, tu voulais intervenir? Et Et s'il n'y a pas sinon, Green, du coup, il y avait Paul qui était Il y a revenu. Paul, ouais. Ouais, je prends pas longtemps, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est une echo chamber, mais faut pas sous-estimer le poids d'un impact médiatique sur les décisions politiques. C'est-à-dire qu'un grand nombre de politiciens prennent aussi leurs décisions en fonction de là où va l'opinion. Et l'opinion étant construite par les médias, l'impact de Twitter, l'impact de quelqu'un qui va s'indigner chez les ouais, woke ou quoi sur un truc sur Twitter par exemple et qui va être repris par des journalistes, ça peut influencer clairement le vent médiatique et donc le vent politique derrière. Donc faut pas sous-estimer cet aspect-là non plus. C'est-à-dire que les politiques sont quand même relativement terrorisés par l'opinion générale, l'opinion publique, et souvent ils vont quand même dans le sens du vent. Et donc on a quand même ça pour nous, c'est d'avoir une communauté qui est très active et grave. qui dirige pas mal les débats. Et faut pas oublier qu'on a les meilleurs memers du monde, spécial dédicace à GG. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et il manque pas beaucoup, hein, parce que comme vous le dites, on a les cerveaux, on a les talents. On a quelques très gros, très riches qui se mettent à appuyer très fortement sur les médias parce qu'ils ont le droit de venir parler. Tout le monde n'a pas le droit de parler. Ça ferait une énorme différence. Et ça faut jamais penser que vu qu'on est beaucoup petit, on a quelques gros, on peut faire tourner la balance au long terme. Je dis au long terme parce qu'on n'est peut-être pas encore en France et en Europe. Gigi, je te laisse parler, puis après, on va essayer de clôturer doucement. Ouais, t'es sur Gigi mute, il faut Lam. appuyer en bas à gauche. Ouais. Bon, me laissez pas faire un Ouais. espace pub, hein. Vous Il est connaissez. parti manger visiblement. Bon, Bah, du coup, on va. Ouais. Je te laisse, Roxy, nous faire la clôture habituelle. tu Euh, l'as. T'es sûr, t'es si bien commencé. Bon, allez, je me lance. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'avoue que c'est un épisode assez intense pour nous, assez particulier, parce que demain, c'est littéralement un peu l'enjeu de tous les entrepreneurs francophones et européens qui est sur la ligne, bon, à plusieurs ordres de magnitude. Mais tout de même, et il y a quelques talents ici parmi nos viewers. Il y a des gens qui ont entrepris depuis plusieurs années, qui ont mis leur capital à risque, qui embauchent. Et finalement, les décisions qui vont être prises demain, ça nous impacte tous. Donc, je vous dis un grand merci d'être ici, de soutenir le projet, de venir tous nos dimanches. Vous pourrez retrouver
retrouver les replays sur toutes vos podcasts, toutes les plateformes de podcasts classiques et le YouTube. Je pense que je vais la monter ce soir, donc vous l'aurez ce soir ou demain matin tôt. Donc n'hésitez pas à la partager, cette discussion autour de vous, d'appeler vos représentants européens locaux pour faire de la pression. Comme l'a dit Guillaume, un petit mail, ça prend pas beaucoup d'efforts. Et si on est tous à le faire, on dit aux gens de le faire. Et demain, on envoie sur nos mailing lists respectifs, s'il vous plaît, envoyez ça à vos personnes. On peut essayer d'avoir une impact long-termiste importante. Perdez pas espoir, les amis. Bitcoin, c'est avant tout une technologie de liberté. Et on sait tous que le débat écologique est biaisé et que c'est même pas la question du vote de demain. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez soutenir le projet, merci à tous nos Patreons, des 1 euro, pour les commerces également. On se retrouve très bientôt avec la semaine prochaine, 18h sur Twitter. Merci à tous nos invités que je ne pourrais pas citer parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup trop. Mais en tout cas, Yves, Guillaume, merci d'être venus. Paul également, Anto, les gens qui sont restés du début à la fin. Gilles également, je ne t'oublie pas. Et nos hosts habituels, Fanis, Lounès, Guillaume, John Unchained et moi-même, Roxy. À la semaine prochaine. Bisous à vous tous. Au revoir. Let's fucking go. Merci à tous. Bonne soirée. Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.